Vous voyez l'écran, on va pouvoir y aller. Écoutez, merci à tous et à toutes. Ce cours tardif du mardi soir, pour un mardi sans problème. On va faire une introduction à la cytogénétique et à la biologie moléculaire en hémato. On va passer au crible quelques techniques, les principales techniques qu'on utilise en routine et voir quelques applications, aussi bien balayant le spectre des hémopathies lymphoïdes que des hémopathies myéloïdes. Moi, je fais le biocosminaire, PPH en hémato, bio à Cochin. Et bon, alors pour le chat, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on ne voit pas l'écran, mais n'hésitez pas à nous interrompre pour les 3 personnes qui sont connectées en cas de besoin. Alors, je vous rappelle pas, ou un tout petit peu l'hématopoïèse, c'est ce processus qui a lieu chez l'adulte dans la moelle osseuse qui permet le renouvellement et surtout la création des cellules sanguines, cellules matures. Et on a dans ce processus d'hématopoïèse une part, bien sûr, d'auto-renouvellement et de différenciation pour aboutir aux cellules matures de l'organisme et une part du micro-environnement médulaire. On sait que on parle de niche hématopoïétique, on sait que cette niche hématopoïétique influe beaucoup sur l'hématopoïèse physiologique et pathologique. On produit chaque jour de nombreuses cellules hématopoïétiques à partir d'un stock restreint de cellules souches, donc elles ont besoin de s'auto-renouveler et d'être protégées. On va passer un petit peu plus rapidement comme on est un tout petit peu en retard. On va parler d'hémopathie maligne pour toute transformation néoplasique de précurseurs hématopoïétiques. On va voir qu'on va pouvoir avoir des hémopathies myéloïdes ou lymphoïdes, ça vous le savez. On va avoir ce qu'on appelle des hémopathies de bas grade ou de haut grade en fonction du stade et surtout du délai qu'on a en tant que clinicien pour se retourner pour prendre en charge le patient. Une leucémie aiguë, c'est urgent. Une myélodysplasie ou quelque chose de chronique, comme un syndrome myéloprolifératif, je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais c'est un peu moins urgent à prendre en charge parce qu'on a le temps généralement de se retourner. On a bien sûr, comme dans tout cancer, une prolifération cellulaire qui est incontrôlée. C'est les fameux hallmarks du cancer. La cellule, elle devient indépendante de son micro-environnement. Elle a acquis des capacités qui lui donnent un avantage par rapport aux cellules normales. Et dans les hémopathies myéloïdes et lymphoïdes, on a souvent ce qu'on appelle une perte de réponse à l'apoptose. C'est cette mort cellulaire programmée. L'organisme, il est plutôt bien fait. Quand la cellule elle commence à être très différente des cellules normales, il y a des mécanismes d'apoptose qui s'enclenchent, donc qui vont faire mourir la cellule. Ça marcherait dans 100% des cas, on ne serait pas là aujourd'hui, on parlerait d'autre chose, c'est-à-dire que toutes les cellules cancéreuses seraient éliminées. Il y a un gène, et on en reviendra dessus, majeur qui contrôle cette mort programmée qui s'appelle P53. Quand P53 est inactivé, muté ou délété, justement, cette réponse à l'apoptose est perdue et donc la cellule peut proliférer alors que normalement, elle devrait être éliminée. Et puis, dans tout ce qui va être hémopathie dite aiguë, on va avoir un blocage de différenciation. Vous savez que dans l'hématopoïèse, en haut, on a les cellules souches, en bas, on a les cellules matures. Et quand on parle de leucémie aiguë, on a une prolifération de cellules immatures orientées lymphoïdes dans la LAL, vous avez déjà traité, ou orientées myéloïdes dans la LAM. Et donc, la cellule est bloquée, elle peut plus se différencier et donner naissance aux cellules matures, les blancs, les rouges et les plaquettes qui sont en dessous. Donc, on a dans beaucoup d'hémopathies malignes, ces 3, entre guillemets, caractéristiques. Alors, je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler que les cellules aiguës, les leucémies aiguës myéloïdes proviennent d'une cellule souche qui va être bloquée en différenciation et qui est, a priori, un petit peu engagée, un petit peu orientée vers le lignage myéloïde. La cellule souche, elle est dite multipotente ou pluripotente. On garde le terme de totipotence vraiment pour des cellules qui ont la capacité de donner toutes les cellules de l'organisme. Mais la cellule souche hématopoïétique, la CSH, on dit qu'elle est multipotente. C'est-à-dire qu'elle va être capable de donner du lignage myéloïde et du lignage lymphoïde. Et pour donner ça, elle s'engage. Je fais des signes avec les mains en visio, mais vous ne les voyez pas, vous ne perdez pas grand-chose. Mais elle s'engage vers un lignage ou l'autre. Et dès qu'elle est un tout petit peu engagée, elle a des caractéristiques de cellules myéloïdes ou lymphoïdes, même si elle reste complètement immature. Et ce mini-engagement, entre guillemets, sur des critères de cytométrie en flux, de morphologie, c'est un petit peu compliqué, mais de cytométrie en flux ou de génomique va pouvoir nous orienter vers le lignage vers lequel est orientée cette cellule immature modifiée en ayant acquis ces anomalies. Vous savez que dans le lignage myéloïde, lorsque la cellule a encore sa capacité de différenciation, elle va pouvoir donner des syndromes myéloprolifératifs ou myélodysplasiques, donc à la base des proliférations de cellules matures qui vont avoir des anomalies, on verra, moléculaires différentes. Et vous savez que l'évolution possible de ces syndromes myéloprolifératifs et myélodysplasiques, c'est quoi l'évolution de ces syndromes-là? En visio, vous pouvez parler aussi si ça vous... Comment qu'on traite ou qu'on ne traite pas, au bout d'un moment, ça peut évoluer. Ça évolue en quoi, ces syndromes chroniques? C'est aiguë. C'est aiguë, exactement. Ça remonte, entre guillemets,
elles ont les anomalies de prolifération qui vont les faire proliférer de manière incontrôlée. Au bout d'un moment, il y a un événement en plus qui va bloquer la diff, donc on remonte au stade précédent. Pour les leucémies aiguës lymphoïdes et les lymphomes lymphoblastiques, globalement, c'est à peu près le même mécanisme. On a cette cellule qui est déjà un petit peu engagée vers le lignage lymphoïde, qui va avoir des anomalies moléculaires, des translocations, des anomalies chromosomiques, et qui va donner une cellule orientée lymphoïde qui va proliférer, donc un lymphoblaste ou un blast. Vous savez que le mot blast signifie immaturité. C'est un préfixe avant, donc c'est un suffixe qui signifie immaturité. On parle d'érythroblaste, par exemple, pour des cellules immatures de la lignée érythroïde. Quand en langage courant, quand vous êtes en hémato et vous demandez le pourcentage de blast du patient ou est-ce que le patient a des blasts qui circulent, c'est entre guillemets un abus de langage. C'est-à-dire qu'on devrait parler de cellules leucémiques, de blast myéloïde ou de blast lymphoïde. Blast, c'est juste le suffixe qui signifie immaturité. Mais dans le langage commun, c'est complètement, si vous arrivez en disant « Ah non, il ne faut pas dire blast, vous allez vous faire jeter », et retenez bien que ça signifie juste immaturité, ce qui colle bien avec ces cellules. Même principe que précédemment, lorsque les cellules lymphoïdes orientées ne sont pas bloquées en différenciation, elles vont donner des proliférations de lymphocytes B, de lymphocytes T, de lymphocytes NK, qui vont donner différents types de lymphomes. Quelle est la différence entre un lymphome et une leucémie, si vous avez vu les cours la dernière fois? Un lymphome, on le voit où généralement? Dans les ganglions. Les leucémies, par définition, la leucémisation d'une hémopathie, c'est sa dissémination sanguine. Et on a cette chance, en hématologie, d'avoir accès aux cellules pathologiques sur des prises de sang, des ponctions de moelle ou des biopsies ganglionnaires. D'accord? Ce n'est pas le cas, bien sûr, dans les tumeurs solides. Lorsqu'il y a une tumeur du foie, du poumon, du pancréas, de ce que vous voulez, il faut aller chercher du matériel tumoral dans la tumeur, alors que nous, on a, entre guillemets, qu'à récupérer des cellules qui circulent. Je ne cache pas que c'est un vrai avantage en termes d'analyse, parce que voilà, sur une simple prise de sang, si elle est envahie et que le laboratoire ne met pas une journée à vous rendre une numération, vous pouvez savoir s'il y a effectivement des cellules qui circulent, donc avoir accès à du matériel tumoral, comme ça qu'on l'appelle, assez facilement. Le cancer, vous savez, c'est une maladie tissulaire. La moelle hématopoïétique est un tissu. Vous avez tous fait ou vu en tout cas des myélogrammes, vous voyez comment ça s'aspire, c'est liquide, c'est pas un tissu au sens même structure solide, mais c'est liquide et effectivement c'est un tissu. Et comme tout tissu, il y a un micro-environnement dont je vous ai parlé. Dans les tumeurs, on sait qu'il y a un micro-environnement autour des tumeurs où tout ce qui va être système immunitaire va être très impliqué dans la réponse antitumorale. Dans les leucémies, en tout cas dans les hémopathies myéloïdes, que ce soit dans les ganglions et dans la moelle, dans le sang, ça circule, c'est un peu plus compliqué, mais le micro-environnement médulaire et ganglionnaire va être très important pour le développement de ces hémopathies. C'est une maladie cellulaire, on va voir les différentes anomalies qui permettent de les faire proliférer, et c'est bien sûr, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, une maladie du génome, une maladie de l'ADN, de l'ARN, une maladie du matériel génétique, où toutes ces cellules vont avoir acquis des compétences particulières par des modifications de leur ADN, soit à l'échelle du chromosome, c'est la cytogénétique, soit à l'échelle du gène, ce sont les mutations ponctuelles. La transformation d'une cellule normale en cellule tumorale, d'un point de vue génomique, est la résultante de l'acquisition d'anomalies chromosomiques, on va y venir dans un premier temps, de mutations géniques, donc des mutations dans des gènes précis. Et c'est pour ça qu'il faut savoir quelle hypothèse diagnostique on a pour pouvoir orienter correctement les recherches qu'on va faire. On ne va pas rechercher les mêmes gènes dans toutes les hémopathies. Vous vous doutez bien que les gènes impliqués dans les hémopathies myéloïdes et lymphoïdes ne sont pas les mêmes. Donc si genre, vous êtes en labo, on vous envoie de l'ADN pour faire une recherche de mutation génique. Si vous ne savez pas quelle est l'origine de l'ADN, quelle est la source et quelle est la pathologie suspectée, vous ne pouvez pas faire grand-chose. D'accord? Donc, il va y avoir une grande importance des informations cliniques dans ces cas-là. Et bien sûr, des modifications épigénétiques. Vous savez ce que c'est l'épigénétique? Si tu dois me le définir en une phrase, ce serait quoi? Il y a les gènes, il y a les chromosomes, il y a les gènes et l'épigénétique, c'est quoi? C'est les modifications après le... La traduction. Après la traduction, après, c'est la modification de l'ARN. Alors, tu parles de modification post-traductionnelle, donc ça, c'est des modifications des protéines. Le code épigénétique, c'est entre guillemets le code histone. Pour résumer, c'est des modifications qui ne changent pas la structure de l'ADN, qui ne changent pas la séquence de l'ADN, mais qui modifient son comportement. C'est-à-dire qu'il y a des zones dans l'ADN qui vont réguler, parce qu'elles sont, on va dire, ouvertes ou fermées, réguler positivement ou négativement l'expression des gènes. Donc, parfois, tu peux avoir des mutations dans un gène
mais s'il n'est pas dans une zone, on va dire, active de traduction, de transcription de traduction, tu n'auras pas forcément de conséquences. Donc, c'est pour ça que parfois, tu peux avoir des séquences ou des génomes qui sont complètement normaux avec des pathologies parce qu'elles ne reposent que sur des modifications épigénétiques. Ce ne sont pas des choses en hématologie qui sont recherchées en routine, mais peut-être que lorsque vous serez chef ou plus tard, on vous demanderait un bilan d'épigénétique chez les patients. Il y a quand même des choses qui s'expliquent en dehors des anomalies chromosomiques et des mutations génétiques. Donc, tout ça va coopérer pour faire exprimer des gènes anormaux, silencer, en tout cas réduire l'expression de gènes qui sont là pour lutter contre l'apparition des tumeurs. On a l'IP53 par exemple, c'est un exemple, il y en a d'autres. Tout ça va être mis en marche pour permettre à la cellule pathologique de prendre le dessus par rapport aux cellules normales. J'adore cette diapositive, elle est relativement claire, la plupart du temps, toute sur la gauche de cette diapositive, à savoir à l'origine du prélèvement. En hémato, comme je vous l'ai dit, on a la chance de pouvoir travailler sur des tissus ou des cellules hématopoïétiques qui proviennent de ganglions, principalement de moelle osseuse ou de sang, et avoir du matériel génétique, ADN ou ARN de ces tissus-là, sans avoir les étapes d'avant, à savoir la cytologie ou l'anatomopathologie en point de départ, pour savoir sur quoi on travaille, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut, la première étape, déjà, c'est justifier le prélèvement. Bon, une prise de sang, ce n'est pas très compliqué. Un myélogramme, ça commence à devenir, il faut un peu se justifier. Une fonction, une biopsie ganglionnaire, pareil, ce n'est pas des actes non plus. Une ponction, ça va, se fait relativement facilement, mais une biopsie, ce n'est pas un acte anodin. Il faut justifier sur des critères clinico-biologiques la réalisation de l'acte. Et tout de suite après, il faut aller à la cytologie, à l'aspect, quelle est la structure, quel est l'aspect des cellules qui sont dans le prélèvement pour pouvoir orienter ce qui se passe après. C'est capital. Donc, ça, c'est un circuit des prélèvements que vous connaissez. Ensuite, on va travailler sur le matériel qu'on a d'abord selon les indications, parce qu'il n'y a pas des indications cytogénétiques dans tous les cas. En cytogénétique, à l'échelle du chromosome, on va y revenir, et au niveau des acides nucléiques, au niveau de l'ADN principalement, et de l'ARN sur certaines indications, dans les laboratoires de biologie moléculaire. Il y a des endroits où tout est fait au même endroit, où les laboratoires, il faut que je fasse attention, je suis enregistré, je ne peux pas dire n'importe quoi, où la cytogénétique, la biomol est fait au même endroit. Dans les CHU de province, ça marche comme ça, et puis à Paris, il y a des spécificités en fonction des centres. Et puis ce qui est très important dans ce genre de circuit, c'est aussi le banking, la conservation de matériel, parce que parfois, dans votre CHU, à La Réunion, par exemple, quand tu seras là-bas, vous allez pouvoir prélever un patient, mais en local, vous ne serez pas capable, ou en tout cas, il y a un centre de référence, vous allez trouver une maladie très rare, il faudra être capable d'envoyer du matériel dans un labo de référence, que ce soit du CHU Nord au CHU Sud, ou alors en métropole ou ailleurs. Ça, c'est important, la notion de banking. Alors là, enregistré, ce n'est pas très grave, mais parfois on reçoit des prélèvements de La Réunion beaucoup plus rapidement qu'on peut recevoir des prélèvements d'autres hôpitaux de la paix, allez comprendre pourquoi. Mais voilà, ce circuit-là est très important, et en tant que clinicien, plus tard, vous serez à même de bien le comprendre. Je sais que dans votre maquette, vous pouvez avoir un passage en labo. Je ne sais pas si vous le ferez, ou je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas, mais c'est important. Voilà, c'est obligatoire. C'est important. Déjà, nous, on est ravis de vous avoir parce que déjà, les myélogrammes, c'est des choses qui ne vous font pas peur, donc c'est plutôt intéressant. Mais ça vous permet aussi de voir comment fonctionne un laboratoire et de savoir que quand on envoie un prélèvement le matin, je parle pour la biologie moléculaire, on n'a pas forcément besoin dans la journée. Nous, parfois, on a des gens qui nous envoient un prélèvement tous les jours jusqu'à avoir un résultat. Quand un résultat peut prendre 3 semaines à arriver, vous comprenez que ça peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, cette connaissance du circuit du prélèvement en oncohémato est très importante. Vous savez aussi qu'au bilan biologique d'une hémopathie, donc cette diapo, vous l'avez vu il y a quelques jours, on a des caractéristiques morphologiques. On a vu ça, hein, c'est bien sûr la macroscopie et l'analyse en laboratoire de cytologie ou d'anapathe. On a des caractéristiques phénotypiques, donc ça c'est la cytométrie en flux. Je ne sais pas qui vous en parle, on n'en parlera pas aujourd'hui. On verra quelques notions, mais c'est très important. On connaît les marqueurs d'expression à la surface des principaux types de cellules pathologiques pour dire c'est du lymphoïde, c'est du myéloïde, c'est tel type de lymphome, etc. Ça, c'est très important. Donc, tout ça, ça se fait sur cellules vivantes. Donc, ce sont sur des prélèvements frais, pas des prélèvements congelés. Donc, dans des laboratoires qui sont adossés à votre service clinique ou en tout cas référent. Et puis, pour les caractéristiques génétiques, que ce soit la cytogénétique ou la biologie moléculaire, on travaille à l'échelle du chromosome pour la cytogénétique. Pareil, c'est sur cellules vivantes la plupart du temps et sur cellules en bon état. Vous savez pourquoi il faut avoir des cellules en bon état pour faire la cytogénétique? Il faut les mettre en mitose. Il faut les mettre en culture, tout à fait. Votre collègue dit qu'il faut les mettre en mitose, elle a complètement raison. Il faut
Alors, dans les techniques qui sont utilisées à l'heure actuelle, pour aller chercher les anomalies de chromosomes en termes de nombre ou de structure, il faut que les cellules se divisent, donc il faut qu'elles soient en bon état. Et c'est pour ça que la plupart du temps, vous allez faire des prélèvements de cytogénétiques sur la moelle osseuse des patients. Même si parfois on a énormément de blasts dans le sang, bah, ça marche moins bien. Donc il faut avoir des prélèvements de moelle qui arrivent relativement rapidement au laboratoire cytogénétique pour que les prélèvements soient mis en culture et pour que derrière, les cytogénéticiens puissent avoir l'information. On verra qu'il y a des techniques qui se développent justement sur de l'ADN directement sans passer par l'étape de culture, c'est intéressant, mais à l'heure actuelle, les recommandations et puis la pratique, c'est sur cellules vivantes. Donc, prélever un vendredi soir, alors que les labos sont fermés le week-end, un prélèvement à visite cytogénétique, ça peut être compliqué que le lundi matin, avec les délais, que ça soit arrivé, soit techniqué. Parfois, il faut communiquer avec les labos pour savoir comment faire. Et puis la biologie moléculaire, on verra, on a vu, on travaille sur l'ADN et sur l'ARN, mais avec des critères particuliers. La fiche, c'est une technique de cytogénétique dont on va reparler. Les anomalies chromosomiques et même les mutations géniques, sont chez l'adulte en oncohématologie, on passe tout ce qui va être pédiatrique ou éventuellement constite aujourd'hui. Ce sont des anomalies acquises, donc on dit somatiques, qui sont acquises dans les cellules pathologiques, ce qui leur a donné cet avantage prolifératif. Ce sont la plupart du temps des anomalies clonales. Ça veut dire que toutes les cellules cancéreuses, toutes les cellules malades sont porteuses de cette anomalie. On verra que parfois, il peut y avoir la notion de sous-clone. Donc, un cancer, par définition, est polyclonal ou oligoclonal, c'est-à-dire que même si on a l'impression qu'on a la leucémie, on a le cancer, on a le lymphome, lorsqu'on regarde moléculairement les cellules, malheureusement, il y a déjà plusieurs entités qui se bousculent. Le premier papier qui avait montré ça, c'était un... Pour ça, il faut bien sûr des techniques de séquençage d'analyse qui sont de haut débit. C'est un papier, on cite toujours, il doit avoir, tant qu'on dit qu'il a 10 ans, il doit bien avoir 12 ou 13 ans maintenant. C'était un papier dans le cancer du rein. Ils avaient pris une tumeur rénale, bonne tumeur, et ils avaient ponctionné à 10 endroits différents la tumeur. Ils avaient fait l'analyse du génome entier. On viendra sur le génome, c'est l'intégralité de l'exome, l'intégralité des séquences codantes. Et ils avaient observé que sur ces 10 ponctions au sein de la même tumeur rénale, ils avaient différents clones. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs cancers dans le cancer. Alors vous me direz, bon, voilà, une fois qu'on le sait, ce n'est pas si grave. Ça peut être grave parce que si vous avez une drogue qui agit contre un clone, pendant que vous allez taper à droite, à gauche, ça va se développer. La notion de... Alors, tous les cancers ne sont pas aussi hétérogènes, mais retenez que même si je vous ai dit qu'il y a une mutation dans une cellule qui se multiplie, qui donne un cancer, ce n'est pas aussi simple que ça. Et on parle d'oligoclonalité, oligo qui veut dire plusieurs. On a la plupart du temps, même au diagnostic de leucémie, plusieurs clones qui coexistent. Alors, il y a des mutations communes, évidemment, les mutations fondatrices, mais derrière, il y a des embranchements qui se font. Et c'est pour ça qu'à l'ère des thérapies ciblées, si on n'a pas une notion sur les clones majoritaires et minoritaires, on peut être amené à faire des petites erreurs. Retenez aussi que les anomalies sont dites récurrentes. C'est-à-dire que c'est tellement pratique lorsqu'on a la même anomalie chez plein de patients, ce qui veut dire que l'industrie est intéressée pour travailler sur des projets thérapeutiques, parce que le traitement à la carte d'un patient pour une anomalie, ce n'est pas rentable, clairement. Et puis, ça permet derrière de monter des modèles de physiopathes. Quand il y a une mutation, on verra, vous connaissez tous la LAM3, la PL, qui est traitée par un traitement spécifique. C'est parce que tous les patients avaient la même anomalie qu'ici à Saint-Louis, en l'occurrence, il y a eu beaucoup d'études très brillantes qui ont pu mettre en évidence un traitement. Enfin, si chaque leucémie avait un profil génétique différent, ça serait un petit peu compliqué à prendre en charge. Et puis certaines sont spécifiques, effectivement, on reviendra, vous en avez entendu parler, bien sûr, la translocation 922, Becerra-Belson, qui se rapproche, c'est la LMC, bon, c'est aussi dans certaines LAL, clairement, ou la translocation 814 dans lymphome de Burkitt. Donc, il y a des choses qui sont dites pathognomoniques. Je sais le prononcer à peu près, je ne sais pas vraiment l'écrire, mais c'est-à-dire que c'est spécifique de la pathologie. Et quand on trouve ça, on est en faveur de ça. Toujours pareil, dans un contexte, on va dire, d'information clinique. Le laboratoire cytogénétique, vous savez que dans la cellule, on a un certain nombre de chromosomes. On ne s'interroge pas sur le nombre. On a 22, avec les chromosomes, on va dire la paire de chromosomes sexuels, 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels. Il y a tout ce qui est technique de cytogénétique conventionnelle qu'on appelle l'eucaryotype, qui sur des cellules en métaphase, donc qui prolifèrent et qui se divisent. Les cytogénéticiens prennent des photos et trient les chromosomes. C'est une technique encore à l'heure actuelle très manuelle, même s'il y a des logiciels d'interprétation, de rangement, d'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez. Et trient les chromosomes par paire. Et là, par exemple, vous avez un karyotype d'une patiente
qui a 2X, donc jusqu'à preuve du contraire, c'est une femme. Et ici, lorsqu'ils ont rangé tous les chromosomes, vous voyez qu'il y a un chromosome 5 qui est un peu plus fort que l'autre. Ah non, c'est une paillon, c'est mignon. Voilà. Pour ceux qui sont en Zoom, il y a un oiseau qui chante dehors et on l'entend, c'est tout. Voilà. Et donc là, c'est un caractère conventionnel d'une patiente qui a un syndrome 5Q-, on y reviendra, qui est un sous-type de myélodysplasie, donc c'est relativement simple. Mais pour arriver à ce genre d'image, il y a beaucoup de travail à partir de cellules médulaires qui ont mis combien de temps on les met en culture, les cellules? Vas-y. C'est 8 heures, c'est 24 heures, c'est 48 heures, c'est une semaine, c'est 24 et 48 heures. Vous voyez, entre le prélèvement, l'arrivée au laboratoire, la mise en culture, les techniques, etc., on peut avoir un karyotype entre 5 jours pour les plus rapides, etc. Donc ça, c'est le cytogénétique conventionnel. Si on recherche des cibles particulières par fiche, on y reviendra, c'est beaucoup plus rapide. Donc la cytogénétique conventionnelle, on s'intéresse à l'échelle du chromosome et permet, dans un premier temps, de voir des gains ou des délétions de grande taille. Donc là, on a une perte, une délétion de grande taille. Il manque une grande partie du bras long du chromosome 5. On n'a pas d'autres anomalies sur ce karyotype, mais on verra qu'on peut avoir quand tu as 3 chromosomes 8, par exemple, tu le vois très bien, tu as trié tes chromosomes, tu as 45 autosomes et 2 chromosomes sexuels, le 45e autosome, il faut bien le mettre quelque part. D'accord? Donc, ça donne vraiment des informations à l'échelle du chromosome, c'est très important, c'est pronostique et classant dans un grand nombre de pathologies. Donc voilà, c'est dans le laboratoire de cytogénétique, c'est une technique qui est chronophage, mais qui est à l'heure actuelle pas remplacée en routine. Ça vous donne aussi accès aux translocations de grande taille. Ici, c'est un exemple justement de leucémie myéloïde chronique, ou en tout cas de présence d'une translocation 9-22. Vous voyez qu'ici, vous avez un œuf un peu trop court, et un œuf un peu trop long, pardon, et un 22 un peu trop court. Donc, c'est la translocation qui va donner naissance à la protéine chimérique BCR-Abelson. Donc là, ça peut être très bien une LAL, qui est BCR-Abelson positive, ou une LMC. On est dans un contexte où il y a une hyperleucocytose, la cellule mature, tout ce que vous voulez, c'est une LMC. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça permet de voir ça. Après, il faut vraiment l'expertise et l'expérience d'un cytogénéticien pour savoir que c'est ça. Et pour confirmer ça, il y a des sondes de fiches, on va y revenir après, qui permettent de dire, OK, là, ça, c'est bien un œuf un peu plus long, ça, c'est bien un 22 un peu plus court, etc. Par exemple, la technique de fiche. La fiche, c'est la fluorescence in situ. C'est une technique qui se base sur l'utilisation de sondes spécifiques, colorées, qui vont aller allumer vos gènes d'intérêt. Ici, par exemple, vous suspectez une translocation, par exemple, ou un gain de chromosome 8, parce que c'est une myélodysplasie. Vous savez que cette anomalie peut être fréquemment retrouvée. Donc, en pratique, vous l'aurez vu en cytogénétique conventionnelle, mais si, par exemple, votre cytogénétique conventionnelle a échoué, quel est le principal taux d'échec? Qu'est-ce qui fait échouer la cytogénétique conventionnelle? Des échecs de culture, par exemple. Ça, ce n'est pas obligé d'être sur des cellules qui sont en métaphase. Là, on peut avoir des cellules, on peut faire des lames de cytogénétique et derrière appliquer la fiche. Donc, ça peut être fait très rapidement à partir des cellules que les cytogénéticiens reçoivent. Là, les chromosomes, ils ne sont pas tous bien rangés, beaux. Mais en tout cas, ça donne une information. On a eu à Cochin là, une leucémie la semaine dernière, on suspectait une M3. Dès que ça a été envoyé cytogénétique, avant de mettre en culture, ils ont pris des cellules, ils ont étalé, ils ont fait des lames, ils ont fait une fiche pour voir la translocation PML-RAR de la translocation M3, et on sait rapidement que c'est ça. Après, il y a d'autres critères cytologiques en amont, mais ça peut être fait rapidement. Là, par exemple, vous avez une cellule normale, vous avez une sonde verte sur le chromosome 8, une sonde 20 sur le chromosome, une sonde rouge sur le chromosome 20. Une cellule normale, vous avez 2,8 et 2,20, donc 2 taches vertes et 2 taches rouges. Et ici, on ne voit pas très bien, mais vous avez une trisomie 8 parce qu'il y a une tache verte, une tache verte, une tache verte. Il y a 3 chromosomes 8 pour 2 chromosomes 20. Donc, c'est une anomalie, c'est de la fiche. Une fois de plus, là, il faut savoir ce que vous cherchez comme anomalie. Si vous cherchez un transcrit BCR-Abelson, si vous cherchez une trisomie 8, voilà, là, ça ne voit que ce que vous recherchez. Alors que la cytogénétique conventionnelle voit tout ce que vous voulez, en tout cas à l'échelle du chromosome. Ici, par exemple, la fiche regarde aussi les translocs. Même combat, vous avez une sonde rouge dirigée contre un gène du 9, une sonde verte dirigée contre un gène du 22, au hasard BCR et Abelson, qui sont respectivement sur ces 2 chromosomes. Dans une cellule normale, vous auriez, ce n'est pas les mêmes trucs, mais vous auriez exactement cette figure-là, 2 sondes rouges et 2 sondes vertes turquoise, c'est pour comment ça s'adapte. Et puis dans une cellule qui a une translocation à 9-22, ici, vous avez une sonde jaune parce que sur un des chromosomes, là, entre guillemets, le 22 en l'occurrence, vous avez cette translocation qui s'est faite. Donc, sur le même chromosome, si l'image n'est pas très belle, vous avez
du rouge et du vert qui sont à côté, et donc ça fait du jaune. Alors, ça ne respecte pas tout à fait les couleurs primaires, mais c'est comme ça qu'on le voit. D'accord? Donc ça peut permettre de voir, une fois de plus, des recherches précises. La cytogénétique permet de voir des anomalies chromosomiques de structure et de nombre. Vous l'avez compris, de nombre. En cytogénétique conventionnelle, on a un chromosome, deux chromosomes, trois chromosomes, en plus, en moins, ça dépend. Quand il y en a beaucoup, au bout d'un moment, ça ne sert pas à grand-chose de compter, mais on sait qu'il y a certaines hémopathies qui, en cas d'hyperploïdie, donc de grande augmentation de nombreux chromosomes, répondent mieux à la chimiothérapie. Peut-être parce que ces cellules sont relativement instables déjà, et donc la chimiothérapie va pouvoir taper un peu plus fort. Les anomalies de structure, vous avez bien sûr les translocations, comme on a vu, les délétions, éventuellement les duplications, les inversions. Une fois de plus, à l'aide de la fiche, essentiellement, il faut savoir ce que vous recherchez pour aller correctement le retrouver. Alors, vous avez à l'échelle du chromosome, et on se rapproche bien sûr de l'ADN, sans aller jusqu'à la base près, vous avez différentes techniques en cytogénétique. Vous avez le karyotype. On a vu que ça permettait, alors ça ne va pas vous parler beaucoup, mais d'avoir des anomalies de l'ordre du mégabase, enfin entre 10 et 15 mégabases, donc les grandes pertes, ça paraît énorme, hein, c'est 10 à 15 millions de pertes de base, mais voilà, à l'échelle du chromosome, ça fait des petits mouvements, des petits gains, des petites pertes. C'est déjà une bonne résolution pour cette analyse qui est quand même qui a pignon sur rue et qui est robuste. La fiche, en fonction des sondes que vous allez utiliser, vous pourrez voir des anomalies d'environ 300 kilobases, donc 300 000 paires de bases. Ça paraît toujours beaucoup, mais ça reste raisonnable et c'est une bonne résolution. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les CGH, les comparateurs, on va y revenir, et les SNI pareil, qui sont des techniques sur puce qui permettent d'aller encore plus précisément, mais toujours dans les laboratoires cytogénétiques, quelques kilobases, donc quelques milliers de paires de bases, des réarrangements ou des choses comme ça. Et puis après, on verra en deuxième partie le séquençage en lui-même. On va aller séquencer le gène qui nous intéresse. Donc là, on est à la base près, encore heureux, pour comparer à des séquences de référence. Quelques mots de technique. Le karyotype, vous avez compris que c'est une analyse globale du génome. D'accord, on a tous les chromosomes. On a, même si on le voit de très haut, on a l'ensemble des séquences du gène. Donc, il y a la mise en culture des cellules tumorales. Alors, on part aussi du principe que les cellules tumorales ont un potentiel prolifératif. Bon, parce qu'elles se développent très bien dans le bonhomme, hein, mais si vous avez des méthodes de culture qui ne sont pas favorables aux cellules tumorales et que vous amplifiez que les cellules normales, globalement, vous risquez de passer à côté. Mais maintenant, c'est balisé, il n'y a pas de problème. Ce qu'on dit parfois, c'est que les techniques de culture sont parfois favorables aux cellules tumorales, c'est une bonne chose, mais ne représentent pas exactement l'équilibre du clone qu'on peut avoir dans l'individu. Honnêtement, ce n'est pas très grave. Le but, c'est quand même d'identifier les anomalies qu'on a. Les cellules sont bloquées au moment de la mitose et il y a un classement, une analyse des chromosomes au microscope à l'objectif poisson. Vous avez la cellule qui est là et après, il faut l'œil, vous comprenez l'expertise du cytogénéticien pour classer tous ces petits chromosomes comme on a vu précédemment. Donc, il y a quand même du travail pour arriver aux images qu'on a vues précédemment. Le principe est un prélèvement qui est fait par vous, de moi, la plupart du temps. La mise en culture est adaptée à la pathologie que vous suspectez. Les blasts de LAM, les blasts de LAL, les cellules éventuellement de lymphome, les cellules de syndrome myoprolifératif n'ont pas besoin des mêmes conditions de culture. Donc, c'est des choses qui sont établies maintenant, mais c'est vrai que parfois, vous avez, si vous donnez des facteurs de croissance, entre guillemets, ou des facteurs qui permettent la survie des cellules lymphoïdes à des cellules myéloïdes ou l'inverse, vous n'allez pas avoir, vous risquez d'avoir un échec de culture. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument renseigner, je me fais le porte-parole des labos, renseigner les feuilles de demande que vous envoyez, que ce soit sur le stade de la pathologie, si c'est un diagnostic, si c'est une rechute, si c'est un suivi, et surtout sur la pathologie, parce que derrière, les indications ne sont pas les mêmes. Par rentrer, je ne suis pas cytogénéticien dans l'âme, mais effectivement, il y a 24 à 48 heures, voire plus de temps de culture. Les cellules sont sorties de culture, elles sont étalées. On obtient des bandes, c'est la dénaturation, donc les fameuses choses qu'on a vues ensemble, et ensuite analyse au microscope, au classement de 20 mitoses par patient, donc de 20 cellules. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est déjà énormément de travail. On a vu un exemple de karyotype. Ici, c'est une femme, une fois de plus. Vous voyez ici qu'il y a XX. Dans la salle, qu'est-ce que vous lui voyez? Alors, je vous dis qu'il y a une perte du chromosome 5, une partie du bras long, c'est ce qu'on a vu 5 mois. Est-ce qu'il y a une autre anomalie? Il y a une trisomie 8. What else? Ouais, une perte du vin, une délétion du vin, effectivement, qui est en bas, il y a un ACAVA, et un chromosome satellite, peu importe. Donc voilà, on est potentiellement ici en phase d'un karyotype de syndrome myélodysplasique chez une femme, qui aurait un 5q-, mais avec une trisomie du 8. Le 15 est peut-être un petit peu long, mais là, on ne peut pas en dire plus.
on a une monosémie du 20 et vous m'avez loupé la monosémie du 18 qui est également importante. D'accord? Donc là, il y a plusieurs anomalies cytogénétiques dans cet exemple de karyotype. Alors, les avantages du karyotype va venir permet une vision globale, on l'a vu, une vision d'en haut, les anomalies de nombre, les anomalies de structure. Alors, permet de suivre l'évolution clonale à moduler. Hein. On analyse 20 cellules. Donc, si vous avez un clone qui est présent dans une cellule sur 50, bah forcément, vous passez à côté. D'accord? Et montre l'hétérogénéité intratumorale. Bon, les clones ne sont pas reliés, c'est des informations qu'on n'a pas vraiment en cytogénétique conventionnelle. Mais effectivement, là, vous ne pouvez pas savoir sur cette image s'il y a un clone trisomique 8, un clone avec la délétion du 5 et un clone avec la délétion du 20 ou L18. Mais au moment du rendu de la cytogénétique, vous avez tous vu, j'imagine, des comptes rendus cytogénétiques, c'est détaillé. C'est-à-dire que quand il faut imaginer qu'il y aura 20 fois cette image dans 20 cellules différentes. Si les cytogénéticiens montrent que, là, a priori, toutes les anomalies sont le même clone, donc ça ne serait pas affiché comme ça. Mais parfois, vous voyez 5 mitoses avec délétion du 5, 8 mitoses avec délétion du 5 et trisomie 8, ça permet quand même, comme c'est lu à l'échelle de la cellule, d'avoir des informations sur cette hétérogénéité. Les contraintes et les limites, il faut des cellules vivantes, 20 à 30 millions, donc il en faut quand même pas mal. C'est pour ça que lorsque vous prélevez une moelle et que vous faites un tube pour la cytologie, un tube pour la cytométrie en flux, un tube pour la biologie moléculaire, un tube pour la cytogénétique, un tube pour la recherche, un tube pour je ne sais pas qui, ne faut pas forcément donner le dernier tube qui va être peut-être le moins riche en cellules médulaires à la cytogénétique, parce que du coup, vous aurez un risque d'échec. Après, chacun veut le tube en premier, on est tous d'accord, mais cytogénétique, pour que les cellules soient vivantes, il faut quand même que ce soit un des premiers tubes que vous prélevez chez le patient. Si ça ne pousse pas, il peut y avoir un échec de karyotype, ou si les cellules tumorales sont, entre guillemets, dormantes, ce qui est relativement rare, si vous ne leur donnez pas le bon milieu à bouffer, elles ne vont pas se mettre à se multiplier, donc elles vont pas pouvoir faire de la fiche éventuellement, mais pas de cytogénétique conventionnelle. Donc il y a des anomalies liées à la technique parce que c'est manuel, c'est long, ça dépend de la qualité du banding chromosomique, et pour tout ce qui va être anomalie complexe, on a un chromosome partout, plein de réarrangements, etc. Bon, c'est de mauvais pronostics généralement lorsque le karyotype est complexe, mais généralement les cytogénéticiens aiment bien faire les choses, donc ils vont jusqu'au bout, et parfois tu peux passer plusieurs jours pour rendre une formule chromosomique, ce qui est quand même un peu chronophage, sachant qu'en finale, ça va être le même traitement potentiellement pour tout le monde, mais voilà, on aime bien faire les choses bien. Donc les limites sont liées à, bien sûr, l'œil et l'expérience humaine qui va avec, et à le niveau de résolution de la cytogénétique conventionnelle, on a vu de l'ordre entre 10 et 15 millions de paires de bases, donc des gros morceaux de chromosomes. La LMC, on en a parlé tout à l'heure, la leucémie myéloïde chronique, qui, comme son nom l'indique, est une leucémie, mais qui est chronique, qui est bénéficiée d'un traitement, vous le savez, par les inhibiteurs tyrosine kinase. On a, une fois de plus, cette translocation 9-22 dans 20 mitoses sur 20. Et on a, dans 95% des LMC, une cytogénétique de cet ordre-là, à savoir que la 9-22 et aucune autre anomalie, en tout cas au diagnostic de la pathologie, ce qui est plutôt pas mal. Après, vous avez tout ce qui va être appelé cytogénétique moléculaire. Donc, ça va être l'affiche. On l'a vu, on utilise des sondes. On peut fonctionner sur des culots, sur des appositions, en fonction de la sensibilité et des techniques utilisées, sur des coupes congelées, des coupes paraffinées. Donc, vraiment, on pose des questions précises sur des étiologies précises. Ça renforce les données cytogénétiques. Et à côté, vous avez ce qu'on appelle la CGH, la Comparative Genomic Hybridation Assay. C'est des puces dans lesquelles vous avez plein de séquences d'ADN correspondantes et vous hybridez l'ADN du prélèvement que vous avez reçu. Et en fait, en fonction de là où ça s'accroche, vous êtes capable de voir des gains, des pertes avec une résolution plus fine que la cytogénétique conventionnelle. Ça marche bien s'il y a quand même au moins 20% de cellules tumorales dans l'échantillon. Si vous avez, je sais pas, vous voulez faire de la CGH sur un Waldenström, une maladie un peu bizarre, vous avez 1% de cellules pathologiques dans l'échantillon, pour faire de la CGH, vous pariez ce que vous voulez qu'elle sera normale. Donc voilà, il y a des contraintes aussi physiopathes sur les prélèvements que vous utilisez. Et si possible, normalement, il faut utiliser un ADN, on se fixe en ADN de référence parce qu'on est 6 dans la salle. Notre ADN, même si on part de la même base, on a tous des petites pertes et des petits gains qui ne sont pas forcément pathologiques. Donc, lorsque vous comparez des cellules pathologiques d'un individu avec, si moi j'ai une pathologie et qu'on compare mes cellules patho avec ton ADN, on trouvera peut-être des différences qui ne sont pas pathologiques. Tu vois. Donc, dans la plupart des cas, on essaie d'hybrider, ou en tout cas de comparer les résultats de la CGH à de l'ADN de référence. Donc, il y a des banques d'ADN normaux. C'est rare qu'on arrive en routine à avoir l'ADN constitué du patient. Bon, en pédiatrie, ils le font beaucoup, mais en adulte, c'est beaucoup plus rare. On l'affiche, on va pas revenir sur le principe. Vous avez votre chromosome, vous avez des sondes qui sont spécifiques de régions d'ADN qui vous intéressent, donc de gènes en particulier, dont vous voulez rechercher
soit les translocs, soit les pertes, les gains si votre karyotype a échoué. Vous l'hybridez, c'est fluorescent et hop, ça s'allume, c'est vachement intéressant. Les trois intérêts principaux sont la confirmation d'une anomalie détectée au clinique, ou alors vous n'avez pas, entre guillemets, suffisamment d'arguments cytogéniques conventionnels pour le rendre. L'avantage, c'est que karyotype, on a vu qu'on rendait 20 cellules dans la plupart des cas. Parfois, on rend sur moins quand ça ne marche pas et qu'il y a beaucoup de cellules qui sont divisées. La fiche sur coupe, bah, vous pouvez allumer la sonde dans 200 cellules sans problème. C'est ça que si vous voyez des comptes rendus de cytogénétique ou de fiches, vous n'allez pas avoir le même nombre de cellules. Généralement, c'est 200, 300 ou parfois 500 cellules en fiche. Ça, je vous assure, ce n'est pas les gens, ils ne comptent pas les trucs. Il y a des lecteurs automatiques de l'âme qui reconnaissent les flots qui comptent. Alors que la cytogénétique conventionnelle, déjà, sur 20 mitoses, c'est pas mal. Parfois, vous voyez des résultats rendus sur 10 mitoses, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais la fiche, généralement, ça peut être fait sur beaucoup plus de cellules. Alors, ça permet aussi de détecter des anomalies cryptiques. Ce qu'on appelle cryptiques, c'est trop petit pour réduire en cytogénétique conventionnelle, d'accord? Ou alors qui se mettent dans un chromosome, mais qui ne changent pas. Vous avez deux gènes qui se réarrangent entre le 1 et le 2, qui sont déjà des chromosomes très grands, bah, vous ne verrez peut-être pas de différence de taille alors qu'il y a une vraie anomalie, d'accord? C'est des cas relativement rares. Et bien sûr, la fiche peut être faite sur des cellules qui ne se divisent pas, donc en interface, on appelle ça. Donc sur des prélèvements, quand vous avez reçu, on peut s'affranchir du pied de culture et avoir une réponse relativement rapide. Bah, par exemple, vous avez la fameuse myélodysplasie avec la délétion du 5. Chez cette patiente-là, n'a rien d'autre. Bah, vous êtes capable, en fiche, je n'ai pas l'image apparemment, mais de confirmer cette délétion. Faut-il encore la confirmer? Si vous avez la clinique qui va avec, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Après, vous avez la CGA, je vous ai dit, c'est cette espèce de karyotype moléculaire à petite échelle. Donc, vous hybridez des régions contre des régions de référence et vous voyez si la région est très exprimée, moins exprimée. Donc, vous pouvez voir des pertes, des gains et différentes choses. Vous ne détectez par contre que les pertes et les gains, ce qui est un inconvénient pour cette technique, et ne détecte pas les clones minoritaires. C'est pour ça que la CGH n'est pas rentrée dans la routine quotidienne. Bon, parce que, ça coûte de l'argent, comme tout, il n'y a rien qui est gratuit, mais ça apporte un nombre d'informations qui n'est pas forcément très optimal. Mais c'est une analyse globale aussi, pas comme la fiche, qui regarde ce que vous recherchez uniquement. La résolution est importante et c'est rapide et automatisable. Voilà, la limite et le gain. Donc ça se représente comme ça. Vous voyez peut-être ça dans les articles qu'on vous fait préparer en biblio ou des choses comme ça. Ce sont des résultats de CGH. Et tous les chromosomes qui sont rangés. Et en fonction des résultats d'hybridation sur la puce, vous avez ici un chromosome qu'on va dire qui est complètement normal. Je ne vois pas lequel c'est, mais a priori, c'est le 9. Non, c'est le 10 qui est là. Vous voyez ici, le 10, la région télomérique. Par rapport au génome de référence, votre patient, il a toutes les régions du 10 qui sont exprimées pareil que le génome de référence. Et là, par exemple, vous avez, ici, on ne voit pas très bien, mais sur le chromosome 2, du bleu, donc votre échantillon exprime plus cette région du bras long du chromosome 2 que l'échantillon de référence. C'est-à-dire qu'il y a un gain potentiel sur cette région-là. Encore faut-il qu'il y ait des gènes intéressants. Et vous avez des chromosomes qui ont des pertes en rouge ou des gains. Donc tout ça, c'est de la comparative genomic hybridation. Donc on compare un échantillon de référence, des potentiels gains et des potentielles pertes avec la limite de 20% de cellules tumorales minimum dans votre échantillon. Une fois de plus, vos informations cliniques sont très importantes en amont pour valider ce qui va être fait derrière. Bon, alors ça peut être utilisé dans pas mal de pathologies où uniquement les pertes et les gains chromosomiques sont informatifs. Bon, les myélodysplasies, c'est le cas, mais il y a d'autres, pour l'instant, parce que les translocations ne sont pas très informatifs, la MLC, les lymphomes, combinés à des recherches ponctuelles en fiches, ça peut être pas mal. À ma connaissance, il n'y a pas de labo qui ne fasse que de la CGH à l'heure actuelle. Alors, toujours la limite de l'envahissement tumoral. Et alors, maintenant, on a des techniques de NGS qui permettent aussi de détecter les gains et les pertes ou du séquençage de l'exome du génome complet pour détecter les réarrangements équilibrés. Alors, il y a des papiers qui sont sortis. Il y a un papier qui a fait du bruit il y a 2 ans maintenant dans le New England, que je ne vous présente pas. C'est un papier des Américains qui ont montré qu'ils pouvaient avoir du génome en 24 heures, en 48 heures, je crois, chez les patients. Bon, très bien, une fois que tu as fait ça, on peut tous aller cueillir des pâquerettes. Le problème, c'est qu'il y a plein de trous dans la raquette et qu'effectivement, même tu fais les choses très vite, s'il n'y a pas un intérêt diagnostic ou pronostic derrière, ça ne sert pas à grand-chose. En résumé des techniques de cytogénétique, il y a le karyotype global, qui est très global, qui voit des clones minoritaires à la limite quand même du nombre de mitoses qui est analysé, qui permet de voir l'évolution clonale, mais qui a une limite de résolution et qui est limitée aux échecs de culture, mais ça reste la méthode de référence pour laquelle, pour la plupart des hémopathies, vous pouvez avoir une demande de cytogénétique. Si échec au karyotype ou alors pour avoir des confirmations, vous avez l'utilisation de sondes ciblées de fiches et la CGH qui est plutôt pas mal orientée recherche à l'heure actuelle
et pas en routine. Vous entendrez parler également de la technologie BioNano, qui n'apparaît pas sur les diapositives. C'est une technologie, on appelle ça les OGM. Alors, ce n'est pas pour les OGM que vous connaissez, qui polluent nos champs de culture, on va dire, non biologiques. C'est Optical Genome Mapping, c'est du mapping génome optique, comme la traduction l'indique. En fait, c'est une technique de séquençage qui permet à l'échelle du chromosome d'avoir une très, très bonne résolution. C'est encore une fois pas une technique qui est en routine. À l'hôpital Necker, par exemple, ils ont une machine, et je sais qu'à Saint-Louis, ils l'ont aussi, pour investiguer les patients, et on y trouve bien sûr les mêmes anomalies qu'en cytogénie conventionnelle, mais on y trouve des choses plus cryptiques, des choses en plus. C'est pour ça que je vous ai dit au cours de DEF, par exemple, que 50% des patients myélodysplasiques avaient une anomalie en cytogénie conventionnelle. Je ne retire pas ce que j'ai dit. Par contre, en BioNano, cette nouvelle technique, dans les 50% restants, chez environ 50% des patients sans anomalie, on trouve des anomalies supplémentaires. Donc voilà, c'est encore trop précoce, mais peut-être qu'à terme, ces anomalies supplémentaires vont permettre de restratifier un petit peu les patients. C'est des choses intéressantes. Alors, quelques exemples, en tout cas un massif de l'apport de la cytogénétique dans le bilan de biologie d'une hémopathie. Potentiellement un critère diagnostique, la M3. On ne reparle pas de la 15-17 qui est quand même, vous posez le diagnostic de la M3, bien sûr sur la morphologie des blasts, mais aussi sur la présence de la translocation qui va être la cible thérapeutique. Ça peut être un critère pronostic souvent, c'est-à-dire que vous avez un karyotype complexe versus un karyotype normal, bien sûr, ça impacte le pronostic du patient, c'est évident, mais faut-il encore avoir l'info pour pouvoir l'inclure? Ça peut être utilisé dans le suivi de l'évolution de l'hémopathie. Alors, c'est là où c'est rigolo, c'est que maintenant, il y a pas mal de labos qui ne font plus de cytogénétique au suivi, ou alors en cas de rechute, pour voir si les anomalies sont toujours là. Mais on a des techniques plus simples quand même pour faire le suivi de l'hémopathie d'un point de vue biologique. Et bien sûr, l'apport de la cytogénétique dans la compréhension des mécanismes physiopathes. Vous allez croire que je connais que celle-là, mais la 15-17, c'est vraiment la connaissance des deux partenaires de cette translocation qui ont permis le développement de la thérapie ciblée qu'on connaît bien. D'accord ? La LLC, vous connaissez tous toute la leucémie lymphoïde chronique, l'hémopathie de l'adulte, des pays occidentaux, blabla, la fréquence, la prévalence, ils sont âgés. Les cellules lymphoïdes B matures, donc c'est une hémopathie chronique, même si elle porte le nom de leucémie LLC chronique, qui, chez les patients âgés, ont trop de lymphocytes B. Et en plus, ces lymphocytes B ont le bon goût d'être clonaux, c'est-à-dire qu'ils sont tous pareils sur des marqueurs de cytométrie en flux. Ça ressemble à ça. Vous savez que le diagnostic, avant tout, c'est l'hémogramme avec l'hyperlymphocytose et l'immunophénotypage des lymphocytes B. Ils sont tous pareils. Vous avez dû apprendre la fameuse notion de Gumbrecht. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement, a priori oui, qui sont en fait des traces fantômes de ces lymphocytes qui sont très résistants in vivo, mais très fragiles au moment où on fait le frottis. Donc, c'est pathognomonique, une fois de plus, de la LLC, de voir ces ondes de Gumbrecht. Alors, si vous avez une ombre et pas de lymphocytes, c'est qu'il y a un souci, mais au milieu d'ombre, au milieu de lymphocytes, vous voyez, ils sont tous, on ne voit pas très bien, mais ils sont tous pareils, des petits lymphocytes B. Alors, on ne dit pas qu'ils sont B parce qu'on les reconnaît, ils sont B parce sur le phéno. Vous savez qu'on ne peut pas reconnaître normalement un lymphocyte T d'un lymphocyte B en morphologie, même si un petit lymphocyte comme ça, qui est de la taille 1,5 bleu rouge, sans cytoplasme, c'est un lymphocyte B. Donc, ils sont matures. Et là, vous avez le diagnostic qui est fait en cytométrie en flux, le score de Madame Matutes, qui est basé sur 5 points. Donc, vous connaissez ça. Et si le CD5, le CD23 est exprimé, que le FMC7 est négatif, que le C79B ou 22 sont négatifs, et que l'IG de surface monotypique est faiblement exprimé, à votre monsieur, vous avez 5 points, vous êtes une LLC, bien comme il faut. Vous savez que la LLC, c'est une maladie qui traite, pas forcément des diagnostics en fonction des critères. Mais voilà, vous avez une LLC bien connue telle qu'elle est définie, c'est un score de Matutes qui apporte 4 ou 5 points. Alors, en fonction, vous savez que la LLC, ça se traite, mais ça ne se traite pas forcément tout le temps. Il y avait une classification de Rail et de Binet, Monsieur Binet, qui était un Français, en fonction du stade. Vous avez appris ça pour passer l'internat, j'imagine, le stade ABC, 0 à 4 pour le Rail. En fait, on a, vous savez, le stade A, donc vous avez une lymphocytose, vous avez moins de 3 aires ganglionnaires atteintes, je suis sur la classification de Binet, et vous avez des cytopénies qui ne sont pas trop importantes, une hémoglobine supérieure à 10 et des plaquettes supérieures à 100, vous avez une survie médiane comparable à la population du même âge. Qu'est-ce que vous allez avoir envie de traiter une LLC qui a 82 ans par des chimiothérapies potentiellement assez mal tolérées alors qu'il a la même survie que les patients normaux? Alors bien sûr, on traite les LLC de stade C au diagnostic qui sont de mauvais pronostics parce qu'elles ont une survie raccourcie, mais peut-être
Là, le patient, parfois, il faudra leur expliquer que le monsieur, en plus, il ne comprend pas très bien, que vous avez fait une prise de sang, vous avez trouvé des lymphocytes beaucoup, qu'il a une LLC. Alors, sa fille ou sa petite fille va taper sur Internet, ou alors sa petite fille est étudiante en médecine, va dire papy, tu as une leucémie. Ouais, et un stade à 82 ans, tu ne vas pas forcément traiter. Parce qu'il a des signes d'évolutivité, là, vous allez traiter. Donc, l'importance d'avoir des paramètres biologiques simples pour établir ces scores pronostiques, et bien sûr, le traitement est indiqué. Alors, on n'est pas dans un cours de physiopath de la LSC. Je vous dis ça parce qu'il y a des intérêts eucaryotypes dans la LLC. Effectivement, selon l'anomalie cytogénétique, et il y a des anomalies cytogénétiques dans la LLC, vous allez pouvoir décider ou pas de mettre en place un traitement. Alors, il y a un impact pronostic négatif de la DEL17P, qui est sur le donc, P, enfin Q et P. Donc, P, c'est bras long, bras court. Et la DEL17P, elle emmène quoi, à votre avis, comme gène? P53, tout à fait. Donc là, vous avez un exemple où vous avez une délétion d'une région chromosomique récurrente chez les patients qui a permis de mettre en place ces courbes de survie. Alors, je ne vais pas la prendre, vous montrer que la courbe de survie des DELP53, c'est cette courbe-là. Vous avez une survie qui est relativement courte. Et puis, vous avez les normaux et la courbe pleine qui est au milieu, cachée là. Et vous avez des anomalies comme là, ici, la 13Q, qui sont, quand elle est isolée, elle est plutôt de bon pronostic. Ouais, donc, il y a tout ça, ça permet de réfléchir à faire des recommandations derrière, c'est-à-dire qu'il y a des laboratoires où, à l'heure actuelle, ils ne détectent en fiche pour la LSC que la délétion P53. C'est la seule anomalie qui est pronostique à l'heure actuelle dans la LSC. Alors, il y a d'autres anomalies qui permettent de classer, mais pour la prise en charge, on va dire au quotidien, nous, à Cochin, par exemple, notre cytogénétique hémato est faite à Necker. Donc, quand on a des suspicions de LLC, bien sûr confirmées par la cytométrie en flux et par la cytologie, les cytogénéticiennes, en l'occurrence les cytogénéticiennes à Necker, les saluts si elles m'écoutent, font la fiche P53. C'est le seul marqueur. Et même en biologie moléculaire, on va revenir derrière, vous allez comprendre que P53, si vous enlevez un allèle par délétion, généralement l'autre allèle qui reste, la cellule, elle s'en débarrasse en faisant une mutation ponctuelle, ce que nous, on cherche en biologie moléculaire. Les recommandations internationales maintenant, pour la mise sous traitement par les nouvelles techniques de traitement, les inhibiteurs de BTK, etc., l'ibrutinib, vous avez une recommandation qui nécessite la recherche des mutations P53. Alors, donc, dans la LLC, on pourrait faire des cytogénétiques standards qui prennent du temps, qui prennent des mains, qui prennent de l'argent, etc. Maintenant, on se contente de faire dans pas mal de labos uniquement la fiche P53, qui est le seul événement, on va dire, pronostique. Voilà, impact de la mutation et de la délétion de P53. Soyez convaincus que c'est de mauvais pronostics un peu chez tout le monde et que du coup, ça se recherche et en cytogénétique et en moléculaire. Et si vous avez entendu ça, on y reviendra juste après sur les myélodysplasies. Donc, le groupe francophone de cytogénétique hématologique, c'est le GFCH, qui a effectivement émis des recommandations. Alors ici, il y a un peu plus que P53, il y a la DL11Q qui est aussi importante parce qu'elle emporte ATM. Voilà, donc il y a des groupes francophones et internationaux qui participent à des recommandations. Justement, pour tous les labos, il y a une harmonisation nationale sur les pratiques. Donc ici, en karyotype et en fiche, au minimum la DL11Q et la DL17P. En pratique, beaucoup de labos font la 17P. La 11Q, ce n'est pas forcément partout, mais en tout cas, il y a des recommandations. Et qui dit recommandations, dit potentiellement opposables. C'est-à-dire que vous avez un patient chez qui vous avez diagnostiqué ça, s'il trouve dans les textes qu'il aurait fallu faire ça et ça et que vous ne rendez que ça, voilà, ça peut être, la recommandation c'est fait par étude par tout le monde et potentiellement donner des guidelines de prise en charge des patients. Les LAM, bon, pareil, c'est pas l'affront, je vous rappelle, c'est une maladie avec des cellules bloquées en différenciation, il y a à peu près 3000 nouveaux cas de LAM en France. Alors, vous savez qu'on a des LAM dits de novo et des LAM dites secondaires. Donc, secondaire, c'est aux hémopathies chroniques dont je vous ai parlé. C'est secondaire à des myélodysplasies essentiellement, parfois secondaire à des syndromes myéloprolifératifs. Ça peut être des transformations de LMC aussi, d'accord? Mais la LMC, pourquoi ça ne se transforme plus en LA maintenant? Parce qu'on a des traitements qui contrôlent la prolifération du clone. C'est vrai que la mise en place des ITK, des inhibiteurs de tyrosine kinase dans le traitement de la LMC, c'était il y a combien de temps? 20 ans. Ouais, c'est à peu près. En 2000 à peu près. Avant, ça se transformait. La cellule elle proliférait. Et qu'est-ce qui se passe quand une cellule se multiplie beaucoup? Elle peut acquérir des nouvelles mutations, tout à fait. Parce que pour se multiplier, elle duplique son génome, elle recopie son génome. Et vous vous souvenez, quand vous étiez passage à l'école, quand vous étiez petit et petite, vous faisiez faire des lignes de recopiage et régulièrement, vous faisiez une faute. On ne faisait sûrement pas, mais la cellule, à l'échelle de son génome, elle peut faire des mutations quand elle se recopie. Alors,
toujours vrai, mais globalement, il faut retenir qu'une cellule qui se multiplie augmente sa probabilité d'avoir des mutations. Donc forcément, sur des proliférations incontrôlées comme ça, il y avait des transformations de LMC en LAM et en LAL. On n'a pas toujours très bien compris pourquoi, mais depuis l'avènement des traitements, s'il y a une bonne compliance et une bonne efficacité du traitement, il n'y a plus de transformation. Donc, voilà, la LAM secondaire, c'est essentiellement à des myélodysplasies ou à des syndromes myéloprolifératifs. Les LAM secondaires sont généralement plus vieux au diagnostic que les LAM des nouveaux, etc. 70 ans d'âge de présentation, je le dis avec des petites variantes. Donc là, on retrouve la LAM dans cette diapositive que j'aime beaucoup, qui est sur l'oncohématologie, c'est classique. Je vous répète ce que je disais au début. On a des hémopathies de haut grade et de bas grade, lymphoïdes et myéloïdes. Relativement les hémopathies de haut grade, il faut réagir très vite en tant que clinicien pour la prise en charge. Alors, ça a été beaucoup discuté, mais dans les LA, on essaie de mettre le traitement cytoréducteur, en tout cas le traitement le plus rapidement possible. Il y a des études qui ont montré que chaque jour de délai entre le diagnostic et le traitement impactait la survie. Et puis, il y a des études plus récentes qui ont montré qu'en fait, non. Les Allemands ont fait ça de manière un peu carrée. Alors, on ne fait pas des groupes. On ne fait pas un groupe de LA qu'on traite au bout d'une semaine et un groupe de LA qu'on traite au bout de 2 jours. C'est des études rétrospectives sur des données obtenues. Ils n'ont pas eu l'air de montrer qu'il y avait Il y a eu un moment des études qui ont montré que c'était dramatique et qu'il fallait traiter tout de suite. Et puis, il y a des études qui ont montré que on avait quand même une semaine à minima, ce qui est un délai raisonnable pour mettre en place le traitement. Mais le typage de la LA est très, très important parce que les traitements d'induction, vous connaissez un traitement de LA, il y a l'induction, la conso, la maintenance, et donc le traitement d'induction n'est pas du tout le même entre une LAM et une LAL. Donc, dans la série des LAM, il y a eu, vous savez, cet été des nouvelles classifications, l'été dernier en l'occurrence. Parce que la classification OMS et LAM était déjà basée sur des anomalies cytogénétiques récurrentes. Donc, on avait la notion que quand on avait des blasts, c'est combien de pourcentage de blasts dans une moelle pour faire un diagnostic de LA? C'est 1%, et vous verrez que ça vient de changer il n'y a pas très, très longtemps, avec des anomalies cytogénétiques qui ont chacun des impacts pronostiques différents. Et donc, vous aviez les LAM secondaires, les LAM sans autres spécifications, c'est-à-dire que vous étiez sur des LAM où vous n'avez rien à vous mettre sous la dent en termes d'anomalies cytogénétiques ou moléculaires, et donc vous disiez c'est une LAM avec différenciation monocytaire. Très bien. Et puis en 2022 est apparue la nouvelle classification de l'OMS. Enfin, il y a eu 2 classifications. Il y a eu la classification de l'OMS qu'on appelle les Blue Books, qui sont produits sur à intervalles réguliers. Donc, vous voyez, parfois il y a quelques années entre les deux. Et puis il y a une classification qui a été faite par, entre guillemets, des rebelles qui ont fait une autre classif, mais globalement les résultats sont les mêmes. Ce qu'on retient de cette anomalie, au niveau génétique de cette nouvelle classification, c'est que vous avez les LAM, il y a 2 catégories, entre guillemets, dans les LAM qu'on a. On a soit les LAM qui sont diagnostiqués avec un réarrangement cytogénétique. Donc, l'importance cruciale de la cytogénétique au diagnostic de LAM, c'est-à-dire vous avez LAM avec la fusion PLMR-RN, on a même la M3, CBF bêta et MYH11, Remix1, Remix21, les 821 ou les inversions du 16. Il y a 3 nouvelles entités qui ont fait leur entrée. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez une suspicion de quelque chose, vous avez des blasts ou la cytologie vous dit j'ai 12 ou 13% de blasts, etc. Mais que vous avez envoyé une cytogénétique au laboratoire qui va bien et qui vous rend, par exemple, une fusion CBF bêta MYH11, DEX 214, etc. Si vous avez plus de 10% de blasts dans le prélèvement, vous êtes face à un diagnostic de LAM. Ça, c'est vachement important. C'est-à-dire qu'on a changé, ils ont changé le seuil de blast dans le prélèvement médulaire pour poser un diagnostic de LAM. Tout ça pourquoi? C'est pour que ces patients, vous n'ayez pas à attendre qu'ils dépassent les 20% de blasts au myogramme pour commencer à les traiter comme des LA. Parce que oui, il y a un patient qui a 12% de blasts, c'est qu'à ça, vous le mettez dans la nature 3 semaines, vous le recevez un petit peu, vous le reprenez, vous faites un myogramme, il va les avoir, ces 20% de blasts. Mais pour lui donner une chance d'avoir un traitement qui marche, autant les traiter le plus rapidement possible. Et c'est aussi dans le but de pouvoir inclure ces patients dans des protocoles de prise en charge des patients LAM. Donc, globalement, si vous avez une de ces anomalies moléculaires chez un patient qui a entre 10 et 20% de blast, donc un SMD avec excès de blast, vous pouvez dire que c'est une LAM, sauf pour les patients qui ont une fusion Becerra-Belson, parce que ça peut être une LMC en phase accélérée, c'est normal. Ça, s'il a 10% de blast, ça reste une LMC, malheureusement, il n'est pas encore une LAM. Et pour les patients qui ont la mutation CEBP-alpha, ça, c'est un petit peu pareil. C'est les deux, là, celui-là et celui-là, qui doivent atteindre les 20% de blast pour être définis en tant que LAM. C'est important. Donc, vous avez des patients qui vont avoir, vous allez peut-être devoir passer des dossiers de patients qui avaient 13% de blast au myogramme
et qui ont été pris en charge comme une LAM, c'est-à-dire qu'ils ont été pris en charge selon la nouvelle classif et c'est une bonne chose. Et puis l'OMS dit, soit vous avez une anomalie cytogénétique, si vous n'en avez pas, on définit par la différenciation. À quoi ressemblent les blastes? Est-ce que c'est une différenciation érythroïde, basophile, etc. C'est vraiment quand la biomole n'a rien donné. Donc ça, c'est les LAM définis par la différenciation. Il faut comprendre que dans ces LAM-là, pour l'instant, on n'a pas trouvé de translocation cytogénétique récurrente ou de mutation récurrente, mais je ne suis pas inquiet que si les gens se relèvent un peu les manches, dans quelques années, il n'y aurait plus besoin d'avoir cette classification sur la cytologie qui est très importante, et peut-être que toutes les LAM seront définies par une anomalie moléculaire. On trouve des anomalies moléculaires dans toutes les LAM. Faut-il encore, comme je disais tout à l'heure, qu'elles soient suffisamment récurrentes pour qu'on puisse établir un profil particulier, éventuellement un groupe de pronostics, etc. Bien sûr, il y a toujours la notion de LAM secondaire qui existe. Donc, parfois, vous avez suivi votre patient pour une myodysplasie et au bout d'un moment, il évolue en LAM. Vous savez qu'il y a une histoire de myodysplasie avant, mais parfois, vous n'avez pas l'histoire du patient. Vous l'avez uniquement au stade de LAM. Et là, le laboratoire va arriver en disant j'ai une monosomie du 7, j'ai une délétion du 11q, j'ai des blastes myéloïdes, bien sûr, et j'ai des mutations d'un des 8 gènes qui sont sur le côté, là, à droite, à côté du vieux monsieur et son ADN. Vous savez que vous êtes en face de LAM secondaire. Ce sont des gènes fréquemment mutés dans les LAM secondaires, on va y revenir. Donc, ça signe un petit peu. Pourquoi c'est important de savoir si la LAM est de nouveau secondaire? C'est que les opportunités thérapeutiques ne sont pas les mêmes. D'accord? Les LAM secondaires, la survie est vraiment très, très mauvaise. C'est des saloperies, clairement, qui ont plein de mutations. Et puis, vous comprenez que l'hémopathie, si elle est secondaire à quelque chose, c'est qu'elle a commencé depuis un moment. Donc, elle a déjà acquis pas mal de mutes. On a plus de mal à lui taper dessus. Et des patients relativement âgés, la plupart du temps, donc ils ne sont pas emmenables à la greffe. Donc voilà, retenez que dans la nouvelle classif, mais je pense que dans le cours sur les LAM, je ne sais si ce n'est pas Raphaël qui vous le fait, vous aurez des informations supplémentaires. Un exemple de la 15-17, dont on a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Une fois de plus, c'est là, c'est pathognomonique. C'est un homme, là pour le coup, qui a un X et un Y et qui a une M3 très jolie, en vue en cytogénétique conventionnelle. Pourquoi on regarde les anomalies cytogénétiques au diagnostic de LAM? C'est parce qu'elles ont un impact pronostic clair. Et vous savez, vous avez quelque chose qui s'appelle l'ELN, l'European Leukemia Net, qui, elle, associe les anomalies moléculaires au pronostic des patients. Là, par exemple, la 15-17, la fameuse dont je vous parle, elle est là. Donc, à 10 ans, vous avez 90% de survie parce qu'il existe un traitement spécifique. Le karyotype normal, je ne sais pas où il est, mais globalement, il est à peu près au milieu. D'accord? Alors, ce qui veut dire karyotype normal, c'est qu'en cytogénétique conventionnelle, il n'y a pas d'anomalie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mutation derrière. D'accord? Et puis, vous avez les gros winners. Donc, ici, vous avez l'inversion du 3. Vous voyez, à 1 an, il y a moins de 25% de patients survie. Ça ne répond pas au traitement. On compte sur les prochaines générations dont vous faites partie, peut-être pour étudier cette entité de pronostic très sombre. Ces anomalies entraînent des inversions, en tout cas des activations d'un gène qui s'appelle EVI1. Tu as entendu parler, généralement, dans vos services, quand vous avez un patient qui est EVI1 muté ou réarrangé, et que vos chefs vont faire un peu la gueule parce que ce n'est pas des patients qui vont bien évoluer, malheureusement. Vous voyez, ça, c'est vraiment au ski, c'est une courbe noire, c'est vraiment pas bon. Et puis, vous avez des anomalies différentes. Voyez, on n'est pas très loin les EVI1, on est presque au niveau du mauvais pronostic des LAM avec anomalie secondaire dite de myélodysplasie, etc. etc. Vous avez des LAM de bon pronostic, les 8-21, les inversions du 16, vous voyez, à 10 ans, vous avez entre 50 et 90%, c'est plutôt pas mal. Il y a que l'APL, la M3 qui a un traitement spécifique, mais les autres répondent plutôt bien à la chimiothérapie. D'accord? Et vous savez que lorsque les patients répondent bien et qu'ils sont jeunes, quelle est l'étape d'après, une fois qu'on a fait le traitement d'induction et de conso? On les emmène à la greffe. Tout à fait. Donc, c'est aussi des patients, on ne greffe pas les M3, bien sûr, parce qu'elles répondent au traitement, mais les autres, on est les 8-21 et les inversions du 16, on est capable de les greffer. C'est pour ça qu'elles ont des pronostics allongés. Et après, ça se casse la gueule sur des interventions, on va dire, un petit peu plus compliquées. Donc, le karyotype de la LAM, je ne reviens pas là-dessus parce que c'est un tout petit peu changé en 2022. En fonction des réarrangements chromosomiques, vous avez des pronostics qui sont impactés. Donc, quand il manque le chromosome 7, retenez que c'est un chromosome de mauvais pronostic globalement. Ça emmène plein de gènes qui sont normalement nécessaires au bon fonctionnement de la cellule. Les anomalies 17, tout ça, c'est le mauvais pronostic. Et puis, par exemple, dans les karyotypes normaux, qui sont retrouvés dans à peu près 45 à 50% des cas des LAM, le rôle pronostic va être sur les mutations somatiques qui sont derrière. Alors ça, c'est le combat qui fait rage entre les deux classifs. Vous avez à gauche la classification de l'OMS dont je vous ai parlé. À droite, cette fameuse classification d'experts internationaux un peu, voilà, qui sont dit, nous, on va faire notre classif. Donc, il y a leukémie à droite, blood à gauche. Ce n'est pas les mêmes dans les deux groupes. Chacun a besoin d'avoir un peu
de prestance. Et comme j'avais raconté il n'y a pas très longtemps, c'est un peu, par voir c'est plus à la mode, mais globalement, il y a l'ELN qui est présenté ici par Maître Yoda, qui fait un peu la part des choses et qui, globalement, les deux classiques vont dans le même sens. La baisse du pourcentage de blast à 10% pour classer les patients en LAM dès qu'il y a une anomalie, ils sont tous d'accord. C'est juste que les LAM sans spécification de lignée, comme on disait avant, vous ne savez pas ce que c'est, les NOS, ça n'existe plus dans la WHO à gauche et ça existe encore dans l'ICC à droite. Que l'ICC qui est à droite, par contre, fait une entité à part sur les LAM avec mutation P53, ce qui est quand même intéressant, et ils ne sont pas d'accord sur quelques petits points. Et donc, à chaque fois qu'on en discute avec nos collègues, il va falloir un jour qu'on définisse la conduite à tenir. Est-ce qu'on classe les LAM selon la WHO ou selon l'ICC? Je ne pense pas que vous le verrez avant la fin de vos stages, vous évoquez ça, c'est déjà 4 mois, il reste 2 mois. Mais voilà, c'est quelque chose un peu dans l'air du temps. Il va falloir qu'on définisse. Alors, ça va rester des LAM, les protocoles ne vont pas forcément changer, mais il y a des entités qu'on trouve dans une mais pas dans l'autre. C'est tout un travail d'harmonisation qui est long. Ça, c'est le circuit du prélèvement qu'on a vu ensemble. Et on va finir sur les généralités sur la biologie moléculaire en tant que telle. On a vu la cytogénétique. Question. Plusieurs, je reviendrai après là-dessus, pas de souci. Généralité sur le génome. Le génome, c'est l'ensemble de l'information héréditaire d'un organisme présent en totalité dans chaque cellule. À vos souhaits. Non, c'est en fait, c'est le code génétique. Enfin, c'est l'information génétique contenue dans chaque cellule. Il est globalement le même dans chaque cellule. Mais pourquoi on a la même information génétique dans un lymphocyte, dans une cellule de peau et dans un neurone? On a la même information génétique. Mais ce qui va faire la tissu spécificité de la cellule va être que dans des cellules de peau, on va avoir le renforcement d'expression de gènes qui vont faire de la cellule une cellule de peau, dans le neurone pareil, dans le globule blanc pareil. D'accord? On a la même information génétique dans toutes les cellules, mais l'épigénétique dont on parlait tout à l'heure va moduler l'expression des gènes et orienter plus l'expression de gènes, on va dire, à visée de fibroblastes pour la peau, ou à visée de neurones, ou à visée de lymphocytes. C'est ATCG, ça vous savez, on n'est pas biologiste moléculaire, on n'a pas un langage très compliqué. Donc, vous savez que pour aller à l'échelle du gène, il faut faire ce qu'on appelle du séquençage. Le séquençage, c'est qu'on va faire des réactions qui vont amplifier des régions spécifiques du gène. Donc, il faut, une fois de plus, savoir ce qu'on cherche. C'est-à-dire que le génome, il y a combien de gènes dans un génome? Enfin, dans un génome humain, il y a combien de gènes différents? 5, 10, 10 000, 20 000, 30 000? À peu près 20 000 gènes différents. D'accord? Donc, l'analyse qu'on appelle en génome, c'est l'intégralité de la séquence ADN qui contient les exons et les introns. Vous connaissez la différence entre les exons et les introns. Les exons vont coder pour des protéines, enfin des ARN et des protéines, et les introns non. Et la répartition exon-intron, donc l'exon, on va dire que c'est la séquence la plus importante parce qu'elle va être codée pour des protéines. C'est quel pourcentage du génome? La totalité des exons? Combien? 5. Un peu moins, mais à 1 à 2%. Mais c'est faible. Mais ça ne veut pas dire que les 98% qui restent ne sont pas intéressants. Ils sont très importants pour la régulation des gènes. Mais déjà, quand on s'en sort à séquencer, on appelle l'exome. L'exome, c'est l'intégralité des exons, donc des séquences codantes, et le génome, c'est l'intégralité de la séquence ADN. Donc, c'est très grand. Là, c'est les moyens bioinformatiques qui s'en sortent derrière. Donc, on est capable de séquencer soit à la main, entre guillemets, des régions petites, soit, vous entendez parler du NGS, ça vous parle, vous avez déjà entendu ce mot-là, on parle de nouvelle génération de séquençage, NGS, Next Generation Sequencing. Le problème, c'est qu'on parle de NGS depuis 15 ans. Au bout d'un moment, un truc qui a 15 ans, c'est plus nouveau. On propose, nous, de parler de SHD, de séquençage haut débit. En anglais, c'est HTS pour High Throughput Sequencing. Voilà, ça parle autant, hein, ça veut dire que c'est du séquençage à haut débit, on séquence beaucoup de gènes en même temps. La nouvelle génération, au bout de 15 ans, ça commence à être un peu mort. Et puis, il y a des évolutions. Vous savez que le génome humain est disponible dans son intégralité depuis le début des années 2000, hein, même date que les ITK. Avant, il n'était pas connu, mais qu'avant, on avait c'est vraiment l'assemblage du génome humain qui a été un projet, un consensus international. Le génome humain, c'est environ 3 milliards de paires de bases, et on a à peu près 1% qui code pour l'exome, 36 millions de paires de bases, qui vont coder pour les ARN, les protéines, etc. On a différentes échelles. L'étude du génome, il y a encore quelques années, ça coûtait très très cher d'avoir un génome, donc l'intégralité. Dans les années 2000, au début, pour séquencer un génome, on était à 2,7 billions de dollars. Donc, voilà,
peu près 3 gardes. Depuis quelques années maintenant, ça s'est beaucoup démocratisé. On est à peu près à 1 000 $ le génome, ce qui n'est pas beaucoup. C'est juste que derrière, parce que les machines sont démocratisées, les techniques aussi, c'est juste que derrière, il faut savoir quoi faire pour l'analyser. Sinon, voilà, tu peux envoyer un ADN ou un prélèvement pour faire un génome. Si derrière, tu n'as pas de moyens bioinformatiques, tu as l'air un petit peu d'un singe avec un marteau, même si c'est s'en servir. Il y a différentes applications du séquençage au débit, donc ça s'appelle le SHD. Il y a le whole genome, qu'on appelle le WGS, vous voyez ça dans les publics. Le WES, le Whole Exome Sequencing, donc ça, on séquence que les séquences codantes. Et après, vous avez le NGS ou le SHD ciblé. Donc moi, je vous dis, moi, je travaille sur des myélodysplasies. Je sais qu'il y a à peu près 40 gènes qui sont importants, donc on peut pas ces gènes-là. Je serais ravi d'avoir l'information des génomes, mais je n'en ferai rien. Et puis, c'est montrer que les autres gènes n'ont pas d'intérêt. Et puis après, au niveau de l'ARN, qui est l'étape d'après, après la transcription, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut faire ce qu'on appelle du RNA-seq. Donc là, on ne regarde pas la même chose, on regarde les profils d'expression génique des cellules, à savoir en quoi elles sont différentes des normales. L'iPhone est revenu. Alors, il y a différentes technologies de séquençage au débit qui sont disponibles. Il y avait Roche, à la base, c'est un labo que vous connaissez, parce qu'il produit beaucoup de médicaments, qui avait fait 2 automates. Bon, vous pouvez les oublier, ils n'ont plus de marché, ils n'ont plus rien. Il y a une boîte qui a quasiment la totalité du marché, c'est Illumina. Avec différents automates, on va revenir dessus. Il y a une autre boîte qui est le Thermo Fisher, pareil, qui a des automates, on va dire un petit peu. Donc l'idée, c'est de séquencer en même temps de nombreux gènes dans un échantillon de patients pour avoir l'information sur l'information exhaustive. Retenez Illumina, Thermo Fisher, enfin, retenez pas, mais vous verrez passer ça sur les comptes rendus des laboratoires qui vont faire ces analyses-là. Je vais passer très vite sur ce qu'on appelle la technique. Alors, paradoxalement, même si c'est ma discipline, je vais passer plus de temps sur la cytogénétique, mais ça me semble important. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs techniques. On va prendre l'échantillon, on va prendre l'ADN du patient et on va lui appliquer plusieurs méthodologies. Donc, soit on a vous savez, on a 4 lettres, hein, c'est A, T, C ou G. Donc, on a une matrice et on va incorporer à notre matrice, à notre patient, un A, un T, un C ou un G. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe quand vous mettez un A, il ne se passe rien. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez un T, il ne se passe rien. Quand vous mettez un C, le C s'incorpore dans la séquence parce qu'il trouve son nucléotide complémentaire en face. Et à ce moment-là, il va libérer la fluorescence qui était accrochée au G. Vous imaginez qu'on fait ça c'est pas nous, hein, c'est la machine, simultanément sur potentiellement plein d'échantillons différents, sur plein de gènes en même temps. Donc, ça nécessite des systèmes d'imagerie, de capture d'images, d'analyse complètement intégrés. Et voilà. Et vous êtes capable de détecter et de dire, ah ben là, j'attendais, ça a mis un C, donc ma séquence est un C. Je lave, je remets mes 4 bases et je cherche la base qui met un signal. Donc, à quelle base correspond la séquence complémentaire du gène. Et voilà. Et proche en proche comme ça, je suis capable de déterminer la séquence de mon gène d'intérêt, de tous mes gènes d'intérêt en même temps dans plein d'échantillons. Bon, il est à 19h27, un mardi soir, au fin fond de Saint-Louis, c'est un peu compliqué, mais globalement, faites confiance aux technologies. Alors, ça nécessite une bonne expertise en bioinformatique et d'analyse derrière, mais on est capable d'avoir ce système-là. Donc, ça, c'est la technique, on va dire, globale. Et puis, vous avez diverses approches. Vous avez, comme je vous ai dit là, on incorpore les nucléotides un par un et on voit lequel fait frémir la séquence en disant je me suis incorporé, donc c'est moi qu'on attendait, donc moi je suis à la base qu'on attendait. Et puis, donc ça, c'est l'Ion Technology, qui est de moins en moins utilisée parce elle peut faire des erreurs globalement. Alors, on arrive à compléter par d'autres techniques, mais c'est un peu chronophage. Et puis, la technique qu'on connaît le plus et qu'on utilise maintenant, c'est la technologie Illumina, qui sont ici, bien sûr, à Saint-Louis, qu'on a à Cochin maintenant, etc. Voilà, qui fait des ponts, des bridges, peu importe, mais entre la séquence de référence et la séquence qu'on génère. Et ça, c'est vraiment du séquençage base par base, vraiment propre. On a vraiment des très, très bonnes informations avec tout ça. Peu importe, c'est des données brutes. Je vous inviterai à lire ça plus tard. Mais voilà, retenez qu'on est capable, avec ces technologies-là, dans des indications précises, de rechercher des mutations de panels de gènes qu'on sait être importants dans les hémopathies. Il y a eu la course au développement. Il y a des machines qui sortent à peu près tous les ans. C'est pour ça que lorsque dans un hôpital, on achète une machine, dans 3 ans, elle est dépassée, on l'a sur les bras, on ne sait plus quoi en faire. Donc, il y a vraiment dans ces thématiques-là, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ce qu'on appelle des mises à disposition, des MAD, c'est-à-dire que tu loues la machine, les réactifs coûtent un rein. Donc, je vous rassure, ils rentrent dans leurs frais, les vendeurs d'automates, plutôt que d'acheter une machine qui va être obsolète dans quelques années. On dit toujours, mais de toute façon, c'est la dernière, après c'est fini. Il y a toujours des améliorations qui sont en cours. Le NGS en oncohématologie, pour finir, en fonction de la pathologie, on a intérêt à séquencer des panels de gènes.
Donc, il y a des pathologies dans lesquelles ils font quasiment le génome complet, comme le myélome multiple. Bon, ça a des avantages, des inconvénients. Je ne suis pas sûr à l'heure actuelle que ça serve. Mais contrairement à ce qu'on a dit sur la cytogénétique, là, la biologie moléculaire à recherche de mutation, dans pas mal de cas, permet de faire ce qu'on appelle de la maladie résiduelle. C'est-à-dire que votre cellule, elle est mutée TP53 au diagnostic. Vous en avez 20 sur 20 quand la délétion cytogénétique. Vous avez la représentation de la mutation dans l'échantillon au diagnostic. Bah, si vous avez traité votre LLC, votre LAM, votre LAL, mutation de P53 partout, vous pouvez monitorer et aller rechercher de manière profonde la mutation de P53 pour faire de la maladie résiduelle. Alors, pas forcément en NGS, mais parfois sur des techniques qui s'approchent. Pour reprendre l'exemple des SMD qu'on a évoqué en journée de DES la dernière fois, c'est cette pathologie du CGAG, qui est une maladie de la cellule souche, où on a des mutations cytogénétiques dans environ 50% des cas. Un patient sur deux en cytogénétique conventionnelle a une anomalie. On a vu la délétion du 20, la délétion 5Q, la trisomie 8, mais il n'y a pas que ça. Et alors là, il y a marqué plus de 80% ont une ou plusieurs anomalies moléculaires. Vous savez, maintenant, dans les SMD, 94% des patients qui auront des mutations dans des panels restreints, qui ont des génomes à tout le monde, on trouve pas des mutations chez tout le monde, mais faut-il encore que la détection de ces mutations ait un intérêt. Vous savez qu'il y a beaucoup de mutations différentes qui sont retrouvées, donc ça a évolué sur cette frise du temps entre les mutations de P53. Seulement, on cherche des mutations dans un cancer, on cherche P53, donc à des fréquences différentes, à tous les coups on gagne, jusqu'aux dernières découvertes. Alors, on a P53 dans les années 90 et on a PPM1D, qui est un des derniers gènes qui a été montré comme muté dans les années, on va dire, quelques années de nous. PPM1D est un gène en vert comme P53, parce que c'est un gène de la même famille que P53. C'est un gène qui est sur le passway P53, donc c'est exclusif, hein, c'est l'un ou l'autre. Voilà, c'est un gène de la même famille qui a été identifié par des analyses au début. Ça, je passe. Donc, les classifs ont évolué et dans les classifications OMS, ICD, si vous voulez, il y a des données de moléculaires qui sont intégrées. Encore heureux, je ne serai pas là devant vous aujourd'hui. Pour les myélodysplasies, alors je vous rappelle que ça a changé d'acronyme, ça a changé de nom. On ne parle plus de syndrome myélodysplasique, mais de néoplasie myélodysplasique, comme on l'a dit à la journée du DES. C'est uniquement pour faire comprendre aux gens que ces maladies sont bien des cancers, pour des prises en charge, hein, tout simplement, à l'inclusion dans certains protocoles. Mais en pratique, comme ils le disent dans le papier, on va rester MDS, Myelodysplastic Syndrome, pour l'acronyme, parce que c'est comme ça que tout le monde connaît les gens. Tout ça vient du fait qu'avant, on avait les syndromes myéloprolifératifs, qui étaient les SMT. Ils ont eu la même réflexion que les gens qui font de la SMD il y a quelques années. Ils se sont appelés néoplasie myéloproliférative, et comme ils sont tous jaloux des uns des autres, ils se disent, nous, on veut des néoplasies myélodysplasiques. Bon, en final, comme ça va tout changer, ça ne changera pas. Et donc, dans l'OMS, la classification, un peu comme dans les LAM, vous connaissez le format des tableaux, un MDS, il a deux manières d'être classé. Soit il a une anomalie cytogénétique ou moléculaire, soit il est défini, s'il n'a pas ça, sur le pourcentage de blast qui était laissé avant. Alors, il y a beaucoup moins d'anomalies cytogénétiques et moléculaires pour classer les SMD que pour les LAM. Il y a une anomalie cytogénétique qui est la délétion 5Q, qui est fait une entité à part. Une anomalie moléculaire isolée qui est la mutation SF3B1, un gène dont on va reparler juste après, et un gène qui est toujours présent dans le trio de tête, c'est TP53, mais là, il crée une entité dans la myélodysplasie uniquement s'il est doublement inactivé, on y revient après. Donc, on a, entre guillemets, il faut faire une cytogénétique au diagnostic de SMD, il faut faire un bilan moléculaire. Alors, vous allez voir qu'on fait des bilans moléculaires avec beaucoup de gènes, peut-être qu'il suffirait d'avoir ces deux-là pour être dans les clous de la classification. Et pourquoi on a ces trois... Parce qu'il y a plein de gènes dans les myélodysplasies qui sont mutés. Pourquoi on en a que trois, à votre avis? Traitement. Les traitements. Les traitements, alors il n'y a pas trop de traitements ciblés. Pronostic. Donc là, vous en avez deux qui ont un pronostic plutôt favorable au sein des myélodysplasies, qui sont les 5Q isolés et les mutants P50, les mutants SF3B1, SF3B1, et bien sûr les mutations de P53 et surtout les doubles inactivations de P53, c'est deux très mauvais pronostics. Et puis après, vous avez les autres classiques qui ne sont pas aujourd'hui. P53 et SMD, c'est un lien fort. Il y a ce papier qui est paru il y a 2 ans et demi, 3 ans bientôt dans le Nature Medicine, qui montrait, j'en ai parlé rapidement à la journée du DES, on a 2 chromosomes 17. Chaque chromosome 17 a un gène P53. Et pour que l'inactivation de P53 ait un impact pronostic négatif dans les SMD, il faut que les 2 allèles soient inactivés. Que ça ne soit pas une anomalie cytogénétique et une mutation, 2 mutations, éventuellement 2 anomalies cytogénétiques, mais les cellules sont... c'est assez rare qu'elle ait 2 fois la délétion de P53, sauf en cas de recombinaison, peu importe. Et voilà, ces courbes-là montrent que
Les SMD, la plupart du temps, les courbes de survie, quand le patient sort de la courbe de survie, c'est qu'il s'est transformé en LAM et la survie des LAM secondaires en mésisplasie est quand même relativement courte. Donc ici, vous avez en survie globale la courbe marron qui est la courbe des patients qui ont leurs 2 P53 fonctionnels, la courbe orange qui est la courbe des patients qui ont un P53 inactif et un P53 fonctionnel, et la courbe en bleu des patients qui ont leurs 2 P53 inactivés, soit par délétion, soit par mutation. Vous voyez que avant, on trouvait une DEL17P chez un patient SMD ou une mutation en biologie moléculaire. On dit, ah là là, le patient il est P53 muté. Et en fait, ce n'est pas si grave. S'il n'a qu'une mutation, il a le même pronostic qu'un patient normal. C'est pour ça que c'est adossé là-dessus. La classification fait une entité particulière des doubles inactivations de P53. Donc, pour évaluer correctement le statut P53 du myélodysplasie diagnostique et de tous les hémopathies, il faut avoir la cytogénétique et la biologie moléculaire. C'est important. Vous savez que ces anomalies servent aussi à faire des scores pronostiques, que le score pronostique qui est utilisé dans les SMD s'appelle l'IPSS révisé, International Prognostic Scoring System Revised en 2012. Et pour l'instant, ce score pronostique, il n'est basé que sur des anomalies simples. Alors, bien sûr, il y a la cytogénétique qui est en place depuis un moment. Le pourcentage de blast dans la moelle, vous voyez que même dans l'IPSS révisé, il y avait un groupe entre 21 et 30% de blast, ça date d'il y a un petit peu de temps. Et ça, je pense qu'on a bien convaincu les gens que ce n'est plus des myélodysplasies, ces patients-là, c'est bien des LAM. Le chiffre d'hémoglobine, l'ANC, c'est le chiffre de polynucléaire neutrophile et le chiffre de plaquettes. Et vous connaissez ces scores, à part les scores de performance. Plus il y a de points, moins c'est bon. Et donc là, vous avez 5 groupes pronostiques. Donc, il y a une petite erreur de mise en page entre very good et very good, sachant que les patients qui quittent cette courbe de survie sont des patients qui se transforment. Et donc, un patient qui a, on va voir une cytogénétique de bon pronostic, peu de blast dans la moelle et des cytopénies qui ne sont pas très profondes, il est dans le groupe de bon pronostic, il a une survie médiane à 9 ans à partir de la médiane du temps de diagnostic. Si vous la diagnostiquez à 82 ans, c'est pareil, ça ne nécessite pas forcément des traitements intensifs. Par contre, le patient qui a une cytogénétique pourrie, pas mal de blast et des cytopénies un peu profondes, il a 0,7 ans de survie, donc quelques mois de survie. Donc, il faut bien sûr agir différemment en termes de prise en charge pour ces patients en fonction du groupe. La cytogénétique, c'est toujours le même papier Princeps qui est très bien fait, qui date de 2012 dans JCO, de Dulachance, qui avait sur 2800 patients séparé les anomalies cytogénétiques en 5 groupes. Donc, ils ont le diagnostic, ils ont les anomalies cytogénétiques et ils ont regardé la survie des patients. Le seul truc, c'est que c'est des patients que la plupart du temps, en 2012, il y avait quoi comme traitement pour la myélodysplasie? Il n'y a pas grand-chose. On filait un peu d'épo de PO lorsque les patients étaient anémiés. Ça marchait une fois de temps en temps. Il n'y avait pas vraiment de traitement spécifique. Donc voilà, c'est fait rétrospectivement sur des patients pas forcément traités de manière homogène. Donc la prochaine étape de ça va être de reprendre potentiellement ça à l'ère des nouveaux traitements qui commencent à émerger dans les myélodysplasies, dont les agents éclométinants. Je pense que c'est en cours d'être fait. Donc il y avait 5 groupes. On a vu de très bons very good à very poor pronostic. Par exemple, le fait d'avoir une cytogénétique normale, qui était dans 50% des cas, ce que je vous ai dit, on était dans le groupe des bons, et pas dans le groupe des très bons. Les très bons, par exemple, c'était les patients hommes, désolé, qui avaient perdu leur Y. Donc voilà, ceux, il y avait une survie un petit peu supérieure aux patients qui avaient une cytogénétique normale, comme quoi le Y ne sert à rien, ou en tout cas ne protège pas de la maladie, que ce soit. Donc il y avait 5 groupes, et à l'heure actuelle, quand on fait des nouveaux scores, des nouvelles choses, on se sert toujours de ces classifications. Ça va peut-être amener à évoluer, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti. Et puis, vous savez qu'on parle beaucoup d'un score moléculaire, parce que les mutations, je vous ai dit, on détecte des mutations, plein de mutations. Mais si c'est détecté pour détecter et dire votre patient il a ci, il a ça ne sert pas à grand-chose. Ou au vu de la nouvelle classif, on pourrait uniquement faire P53 et SS3B1, mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a eu pas moins de 5 ou 6 ans de travail qui ont sorti à partir d'un peu plus de 3000 patients à l'échelle internationale, où tous les laboratoires ont participé. Donc, certains la de la paix, à l'établissement d'un score pronostic qui est disponible, alors qui n'est pas encore intégré à la classification MS parce qu'il est sorti cet été en même temps que la classique, mais peut-être qu'il s'est intégré, qui est sorti dans le New England Evidence au cours de cet été. Donc l'IPSS, qu'on appelle moléculaire, ils ont pris un peu moins de 3000 patients pour lesquels ils avaient toutes les données de cytogénétique, le myélogramme, les cytopénies, et ils ont essayer de pondérer l'impact sur la survie des patients en fonction des mutations. Et ils y sont arrivés parce que c'est des gens qui sont très, très, très intelligents. Nous, on a participé en fournissant des patients, mais pas vraiment dans l'établissement du script informatique qui permet d'établir le score.
Donc, globalement, bon, il y a 64 auteurs, ça fait beaucoup, mais il y a surtout à peu près 3000 patients. Et il y a toujours dans ces papiers-là, vous savez qu'il y a une cohorte où tu établis ton score et une cohorte où tu valides ton score. C'est très important parce que si tu établis ton score sur une cohorte et que derrière, les gens qui font la même chose que toi, ils ne trouvent pas la même chose, on me dira, une fois que tu as publié ton papier, c'est bien, mais voilà, tu es un peu décrié. Donc, retenez que sur ces 3000 patients, ils ont fait de la cytogénétique conventionnelle, c'était toujours la recommandation, et ils ont séquencé en séquençage au débit un panel de 152 gènes qu'on savait être plus ou moins fréquents, récurrents dans les syndromes myodysplasiques. Alors, ils ont trouvé pas loin dans les 3000 patients, pas loin de 10 000 mutations ponctuelles. Alors, tu vois, il y a 152 gènes et il y en a que 121 qui ont présenté des mutes. Donc, sur des grosses cohortes, il y en a quand même qui ne ressortent pas. Il y a des gènes qu'on ne va pas garder pour la fin. Ils avaient 3000 anomalies cytogénétiques, parce que les patients peuvent en présenter 2, ce qui fait qu'il y avait à peu près 50% d'anomalies cytogénétiques en global. C'est exactement ce qu'on vous dit depuis des années, donc ça ne change pas. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait 94% des patients de ces corps qui présentaient au moins une anomalie, soit cytogénétique et ou moléculaire, et en médiane, des patients avec 4 anomalies. C'est des patients qui, dans leurs cellules de moelle, ont déjà plusieurs mutations. Il y a 50% des patients qui avaient cytogénétique et anomalie moléculaire, et il n'y en a que 3%, par exemple, qui n'avaient qu'une anomalie cytogénétique. Bon, retenez que ce score IPSS qui est en cours de validation à l'échelle internationale, parce que maintenant les gens l'utilisent en routine, mais faut-il encore avoir les chiffres, permet de classer les patients en 6 groupes pronostiques de very poor à very good à very poor comme d'habitude, sauf qu'ils ont fait un intermédiaire avec un intermédiaire low et un intermédiaire high, comment on coupe un petit peu les cheveux. Mais ce qui est très important, c'est que en fait, l'apport des anomalies moléculaires a reclassé pas moins de presque 50% des patients dans un groupe pronostique différent. On va y revenir. Donc ça, c'est les gènes de l'IPSS moléculaire, vous les trouverez. Sur les 152 gènes qui ont été séquencés, il y en a en final que 31 qui sont importants, dont le statut mutationnel est important à avoir pour calculer ce score. Votre laboratoire, normalement, auquel vous êtes attaché, si ils font de la myodysplasie un petit peu correctement, ils ont ces 31 gènes qui permettent de calculer ce score. Ça, c'est la diapositive que j'avais présentée qui permet. Donc, il y a des gènes qui ont un poids individuel, qui soient non mutés ou mutés pour se trouver P53, forcément. Ils ont un impact fort sur le pronostic. Et à côté, vous avez un groupe un peu d'outsiders où leur profil, leur mutation nous intéresse, mais ils sont pris dans un groupe. C'est-à-dire que le poids est pondéré selon que vous avez dans ce groupe de 15 gènes. Pas de gènes mutés, un gène muté, 2 gènes mutés. Donc, ce n'est pas des gènes majeurs. C'est des gènes qu'il faut avoir, mais ce n'est pas des gènes majeurs. La bioinformatique de ce genre de papier, vous imaginez bien qu'elle est robuste et qu'elle est validée. Et donc, il y a 6 groupes de survie qui tombent sous le sens avec des courbes pareilles. Hein, les verts en haut sont les meilleurs groupes pronostiques. Donc, vous avez à peu près 50% de survie à 10 ans. Ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi traiter intensivement un patient qui aurait 50% de survie à 10 ans, il n'y a peut-être pas besoin, ou en tout cas le surveiller tous les ans pour voir s'il évolue. Et forcément, les patients qui ont plein de mutations et plein d'anomalies sont dans la courbe rouge en bas avec 50% de survie à moins d'1 an. Donc, les groupes extrêmes sont à peu près toujours les mêmes, mais les groupes intermédiaires peuvent bouger. Ça, ce dont je vous parlais, c'est qu'il y a eu du reclassement, c'est-à-dire qu'un patient, ici, vous avez sur la gauche les groupes de l'IPSS révisé, les 5 groupes, et ici, les 6 groupes de l'IPSS moléculaire. Vous voyez, les patients qui étaient very high en IPSS révisé, ils sont globalement very high en IPSS moléculaire. Il y a un peu de high, un peu de... Globalement, les patients qui étaient mauvais en IPSS révisé, ils sont toujours mauvais. Il n'y a pas de mutation qui vont les sauver, de leur cytogénétique pourrie, etc. Par contre, les patients qui étaient en low, et qui étaient donc sur la courbe tranquille, où je vous vois une fois tous les ans, tous les 2 ans, vous venez voir si vous saignez parce que vous avez un IPSS révisé qui est low. Vous voyez qu'il y avait 50% des patients qui sont passés en low et quelques pourcents de patients qui sont passés en moderate low, en moderate high, des rares cas qui sont passés en high. Donc, votre patient qui avait un IPSS révisé low, donc vous êtes tranquille, il regarde sur Internet, il voit, bon, IPSS révisé low, ça va, ma survie, elle est bonne. Mais si vous avez les mutations en plus et que le score IPSS moléculaire que vous calculez le fait changer de catégorie, s'il passe en high, parce qu'il a un TP53, justement, parce qu'il a un MLL, parce qu'il a un FLT3, bah, vous allez le revoir avant 1 an. En fait, il va se représenter parce que la maladie va évoluer et une fois de plus, le readout de ces maladies-là, c'est la transformation est là. D'accord? Donc, il y a pas loin de 50% des patients qui sont restratifiés, donc ça, c'est très important. Et il faut aussi savoir que ces patients, enfin, ce score est à calculer au diagnostic. Alors, vous n'aurez pas toujours, passerez dans les services des patients que au diagnostic. L'idée, c'est qu'on fait quand même lorsqu'il n'y en a pas eu du moléculaire, mais si le patient il a déjà 3 ans d'évolution, parce qu'il a été traité
pas vraiment traité parce qu'il était bon, etc., et qu'au bout de 3 ans, vous faites un IPSS moléculaire, ce n'est pas exactement le rendement qu'on attend. D'ailleurs, il va être évalué justement dans la vraie vie, sur les vrais patients, et ça, c'était que des patients au diagnostic. Donc voilà, il est calculé comme ça. Si votre patient, il est là, mais qu'en fait, vous avez déjà 3 ans de suivi, en fait, il est peut-être dans la courbe. Enfin, voilà. Normalement, l'IPSS moléculaire se calcule au diagnostic, un peu comme l'IPSS révisé. Mais c'est humain. Vous verrez que vos chefs calculent aussi l'IPSS moléculaire révisé au moment du suivi, au moment de l'évolution, etc. Normalement, pour être stricto sensu, pour être dans les coûts des groupes, il faut être au diagnostic. En pratique, il y a une application iPhone, mais j'imagine que vous avez autre chose à faire avec vos iPhones, mais il y a une application relativement simple sur le web, je ne fais pas de démonstration aujourd'hui, et vous rentrez les principaux paramètres, donc il vous faut la numération, le mélogramme, les résultats de cytogénétique et de biologie moléculaire, et du coup, ça vous positionne votre patient dans le groupe des very low ou des very high risk, donc vous avez une évaluation du temps de survie, etc. Le principe d'un score pronostic. Le score n'a pas été évalué pour les réponses au traitement, n'a pas été évalué pour plein de paramètres, c'est en cours, il vient de sortir, mais c'était des critiques des reviewers, justement, en disant votre corps, il ne fait pas tout. Il ne fait pas tout, mais il fait déjà ça, donc en plus, c'est déjà pas mal. Les mutations, le NGS en oncohématologie a un impact diagnostique a priori non. Vous savez qu'on n'a pas besoin normalement des mutations pour poser un diagnostic. Je vous ai dit que c'était vraiment la cytologie, éventuellement la cytométrie en flux, qui disait j'ai une LAM, immunodysplasie, etc. D'autant plus que depuis 2014, il y a pas mal de papiers qui sortent. Vous avez entendu parler de la notion d'hématopoïèse clonale. C'est ces sujets âgés, pas forcément âgés parce qu'on en trouve chez les plus jeunes maintenant, qui ont des mutations mais qui ont une NUM strictement normale. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, comment ça va évoluer? Il y a pas mal de littérature. Je pourrais revenir. Là, c'est le cours que j'avais fait à Cochin sur l'hématopoïèse clonale. Il sera reparti jusqu'à la Saint-Valentin prochaine. Ce ne serait pas intéressant. Mais globalement, c'est ça. C'est le fait d'avoir une mutation dans un échantillon d'ADN, si vous n'avez pas le contexte clinique, vous ne pouvez absolument pas dire de quoi il s'agit comme pathologie. Ça, je passe. Ce n'est pas très, très intéressant. Et ça, pour vous dire que l'hématopoïèse clonale, nous en a parlé, est rentré dans la classification OMS aussi, pas dans une entité leucémie, myelodysplasie, ce que vous voulez. C'est considéré un peu comme une préphase des syndromes myelodysplasiques, mais ça ne conduit pas qu'à ça. C'est la présence d'une mutation dans le sang des patients à partir d'une fréquence d'alvéarium, une représentation de la mutation autour de 2%, c'est-à-dire qu'il y a au moins 4% de cellules mutantes qui circulent. Et puis, si le patient est normal, qu'est-ce qu'on en fait? On le suit, on ne le suit pas. Voilà. Encore faut-il savoir pourquoi on a demandé cette recherche de mutation. Parce que là, on a fait un séquençage au début chez les patients. S'il n'y a pas de la suspicion de quelque chose, là, on est 6, je pense qu'on nous fait tous. Alors, moi, peut-être le premier, une recherche de mutation, on va nous trouver des petits trucs. Mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Je pense qu'il y a pas mal de débats encore à l'heure actuelle sur ce sujet. En tout cas, la notion d'hématopoïèse clonale est rentrée dans la classification MS. Pour finir, il y a quelques mutations qui orientent effectivement quand même le diagnostic. Lorsqu'on est dans une myélodysplasie, on l'a vu, on observe chez les patients une mutation des CF3B1. On a vu que c'est un gène qui est important pour l'épissage des ARN messagers. Généralement, il y a un test cytologique qui s'appelle la coloration de Pearce. Vous avez peut-être entendu parler, c'est cette coloration qui met en évidence des amas de fer dans les érythroblastes. C'est vrai que les érythroblastes ont quand même besoin de beaucoup de fer pour faire justement l'hémoglobine. Ça n'apprend rien. On est dans le cadre d'une myélodysplasie, comme on l'a vu dans la classification, avec mutation des CF3B1. C'est une entité particulière qui ne bénéficie pas de thérapie ciblée, mais qui bénéficie de thérapie, on va dire, orientée. Il y a le luspatercept, par exemple, à l'heure actuelle, qui marche très bien sans qu'on comprenne encore le mécanisme d'action. Vous savez, on est comme ça, on est hémato, parfois on teste des molécules, ça marche, et après, on comprend comment ça marche. Le principal, c'est qu'au début, ça marche. Donc, il y a des entités qui orientent le diagnostic. Une suspicion d'SMD avec un PERS positif et une mutation des CF3B1, vous êtes dans le cadre d'une SMD avec une mutation des CF3B1 qui est une entité à part. Et puis, vous avez dans les hémopathies, parce qu'on ne va pas faire que de la myélodysplasie, pour finir, différentes entités. Alors, des entités plus ou moins rares, vous avez la leucémie chronique à polynucléaire neutrophile, où vous avez dedans des mutations du récepteur CSF3R, donc vous avez des patients qui se présentent avec des proliférations de granuleux. Vous dites, OK, leucémie myéloïde chronique, en fait, vous n'avez que des polynucléaires neutrophiles. Vous n'avez pas la basophilie et l'osidophilies qu'on a fréquemment dans les AMC. Et en fait, quand vous recherchez transcribé Bessone, il est nègre. Et puis, en fait, c'est une leucémie APN. Et dedans, vous avez, par exemple, des mutations récurrentes du récepteur au GCSF. Vous connaissez le GCSF? C'est un médicament qu'on utilise pour faire sortir les patients d'aplasie. En fait, c'est un récepteur qui fait proliférer les granuleux.
lorsque celui-là a le bon goût d'être muté, donc activé constitutivement, il fait pousser les granuleux et donc ça se transforme en leucémie APNL. Alors, ce qui est bien, c'est que la découverte de ces mutations, il y a une mutation récurrente en T618, ça a ouvert des potentialités thérapeutiques. Et surtout, ça définit, dans l'OMS, il préconise la recherche des mutations de CSF3R dans les critères diagnostiques de leucémie polynucléaire neutrophile. Voilà, c'est des mutations qui sont intégrées à l'OMS et qui permettent d'expliquer un peu la physiopathe et d'établir de nouvelles cibles thérapeutiques. La mastocytose systémique, vous vous rappelez, ce sont des mutations de c-KIT, vous verrez ça au cours de vos études, j'imagine. Voilà, c'est pareil, hein, ces entités, ces mutations, on va dire, ciblées, sont retrouvées dans la classification, donc c'est plutôt pas mal. L'impact pronostique des mutations, retenez qu'on a vu l'IPSS moléculaire, mais que c'est valable pour toutes les hémopathies. Et si on vous demande un gène qui a d'impact pronostic péjoratif dans une hémopathie XY, si tant est qu'il est muté, et il l'est toujours à différents niveaux, vous citez P53, ça marche toujours en impact pronostic péjoratif. Ça, c'était dans les SMD avant l'avènement de l'IPSS moléculaire. J'aurais peut-être dû mettre les diapos dans l'autre sens, mais avant qu'on dise qu'il y ait une étude qui montre que ces 31 gènes étaient importants pour le pronostic, il y avait à l'échelle de gènes individuels, on savait, par exemple, ici, vous avez P53, il ne vous apprend rien, vous avez 5 gènes. Alors, P53 tout seul était ici. Vous avez les SMD P53 wild-type, les SMD P53 mutés, alors qu'il y avait fréquemment une inactivation. Voilà. Donc, individuellement, les gènes étaient montrés comme ayant un impact. Il a fallu ce score attendre quelques années parce que ce travail date de 2017, 5 ans, pour montrer que tous ensemble, ces gènes permettaient d'établir un score. Ça, faut passe. Les mutations, ça impacte aussi la survie post-greffe. Donc, ça, c'est relativement important. C'est-à-dire que vous allez amener un patient à la greffe, en fonction du profil mutationnel qu'il avait avant la greffe, vous allez avoir une efficacité, une survie post-greffe. C'est quoi qui grève la survie des post-greffe? C'est la rechute. D'accord? C'est la réémergence de la maladie. Vous savez qu'on a ce fameux contingent de cellules souches leucémiques, on sait, porteurs des mutations, qui peuvent réémerger malgré la greffe. On sait qu'on a quelques patients qui ont, par exemple, des mutations des mutations de P53 une fois de plus. Quand ils avaient la mutation de P53 et que vous les avez greffées, la survie post-greffe ne va pas être très, très bonne. Dans d'autres pathologies, rapidement, dans la myélofibrose, une autre qui est une entité qui a un syndrome myéloprolifératif, donc une maladie chronique, mais qui peut aussi évoluer vers la transformation. Une fois de plus, il y a des mutations de la calréticuline, vous verrez dans les cours ad hoc, qui sont pronostiques. Donc, l'importance du moléculaire au diagnostic de vos hémopathies préférées, en ayant des bons enseignements cliniques, les laboratoires orientent les bonnes recherches pour vous donner des informations qui sont pertinentes. Des scores pronostiques, il y en a plein dans la myélofibrose, chacun y va du sien, avec à chaque fois des gènes qui sont… En fait, ce qu'on recherche beaucoup dans ces maladies-là, c'est des gènes qui impactent négativement le pronostic. Donc, est-ce qu'il faut qu'ils orientent vers une prise en charge plus serrée, éventuellement emmener les patients à la greffe si on peut? C'est vraiment ça, c'est le moléculaire au service du pronostic des patients. Peu importe. Ça, c'est des papiers que vous retrouverez, effectivement, c'est pareil, c'est au diagnostic d'un syndrome myéloprolifératif. Il y a plein de mutations, ce n'est pas des maladies monogéniques, s'il faut retenir les hémopathies myéloïdes, même lymphoïdes, il y a pas mal de mutations. À part la 15-17, une fois de plus, qui est basée sur sa transcription et donc qui répond très bien au traitement qui est spécifique, le reste, il y a plein de mutations. Et je prends souvent l'allégorie d'un tabouret, d'une chaise, là, nos chaises ont 4 pieds. Vous imaginez que votre cellule pathologique, elle a 4 mutations. Si vous sciez un pied, sur celle-là, je ne suis pas sûr que ça tienne. Mais votre chaise tient potentiellement encore debout. Donc, dans l'avenir, les thérapies ciblées vont certainement chercher à taper sur plusieurs pieds de la chaise. Alors, je sais que je suis enregistré, mais je le nierai peut-être. Mais en même temps, parce que si vous ne retirez qu'un pied à votre tabouret, à votre cellule, si vous n'inhibez qu'un pathway, parfois, ce n'est pas suffisant. Donc, il y a des traitements non spécifiques qui marchent très bien. Le traitement d'induction de l'ALA, c'est de la cytarabine, enfin, il y a des fameux 3+7, ça marche bien. Mais on va essayer d'aller vers des traitements spécifiques, mais avoir une seule molécule qui cible une seule mutation dans une cellule qu'on a 4 ou 5, vous comprenez bien que ça va poser des soucis parce que vous n'allez pas pouvoir arriver à faire quoi que ce soit. Dans les cancers solides, on est très orienté par la présence de mutations. Ici, vous avez, par exemple, dans l'adénocarcinome pulmonaire, vous avez plein d'inhibiteurs de GFR, d'ALK, de ROS, de RET, d'HER2 qui sont développés. Vous avez à chaque fois une molécule différente. Selon le génotype du cancer poumon, vous allez pouvoir avoir plein de lignes thérapeutiques potentielles. Malheureusement, ça ne marche pas tout très longtemps.
En hémato, on est beaucoup plus modeste. Hein. Vous avez la M3, une fois de plus, avec l'acide transrétinoïque. Vous avez quelques inhibiteurs spécifiques. Donc, on a beaucoup parlé des FSD3, d'IDH1, I2. Ici, je sais qu'on utilise beaucoup. Un peu de JAK2, un peu de CSF3R, un peu P53, même s'il était un peu oublié. Mais voilà, on a moins de cibles. Donc, le besoin d'avancer dans la compréhension de la physiopathie de ces maladies pour développer de nouvelles cibles thérapeutiques. On n'a pas l'arsenal thérapeutique comme on a en oncosolide. Et encore, c'est que l'exemple de l'adénocarcinome pulmonaire. On a des cancers pancréas, testicules, c'est pas très très bien, mais dans le poumon, ça marche bien, dans le sein, ça marche bien, il y a quand même beaucoup de thérapeutiques. Les hématos, on n'a pas zéro, on en a quelques-unes, mais il y a quand même pas mal de cancers, de pathologies qui n'ont pas ces mutations-là, donc ça nécessite de votre part un investissement, je pense, pour aller à la recherche justement des cibles, parce que là, on a la M3 et la LMC avec Becerra-Belson, ce sont des maladies considérées comme guéries maintenant, sauf s'il y a une mauvaise compliance au traitement. Ouais, on a la physiopathe, l'anomalie, le traitement, la mise en place, et maintenant, c'est des maladies. Vous avez une leucémie, vous avez une M3, c'est pas mal. C'est mieux de rien avoir du tout, mais ça reste des maladies qui se prennent bien en charge. Notez aussi qu'au-delà de, si ça ne sert pas de cible thérapeutique directement, les mutations, les anomalies ponctuelles peuvent prédire la réponse au traitement. Je prends une fois de plus l'exemple de la DSMD, où on sait depuis des années maintenant par un travail qui a été mené ici par Raphaël Tixon de Saint-Louis, que dans les SMD qui étaient traités par agent hypométhylant, on avait testé plein de gènes et le fait d'être muté TET2 et pas muté AXXL1, qui sont deux gènes qu'on a dans nos panels, prédisait une meilleure réponse au traitement. Alors pourquoi c'est important? C'est-à-dire que le traitement par agent hypométhylant, ça prend du temps, ça peut mettre 4-5 mois avant d'agir. Si ton patient a le bon génotype, tu vas laisser le temps au temps pour que le traitement puisse agir. Si ton patient n'a pas un bon génotype ou une génotype favorable, tu sais que ça ne va pas marcher, autant essayer une autre alternative thérapeutique. D'accord? C'est pour passer plus vite à la suite, parce que pendant que tu lui donnes un traitement que tu sais qui ne va pas fonctionner sur le long terme, tu perds des chances d'efficacité d'autres traitements. Ça marche dans les SMD, ça marche dans la LLC qu'on a vu précédemment avec la sensibilité des patients à l'ibrutinib, qui est un nouvel inhibiteur qui a quelques années maintenant, etc. Je passe. Donc, pour conclure, et on va être pile poil dans les temps, vous allez pouvoir aller faire la Saint-Valentin, à l'échelle de l'ADN, on a bien sûr à l'échelle du chromosome la cytogénétique. On a vu qu'il y a la cytogénétique conventionnelle, les fiches, la CGH, la technologie bionano qui va arriver à terme. Et vraiment, sur l'ADN, maintenant, on a, par le séquençage de débit, accès à un grand panel de mutations qu'il faut vraiment orienter en fonction de la pathologie qu'on cherche. Et puis après, en termes de recherche, on va s'intéresser à l'épigénétique, à la méthylation, les transcrits de fusion qu'on peut identifier par l'ARN, puisqu'il y a certains hôpitaux comme Saint-Louis, une fois de plus, qui sont assez pionniers et qui détectent systématiquement dans les LALB, par exemple, des transcrits de fusion par RNA seq. Ce n'est pas encore fait partout. Et je pense qu'il y a beaucoup d'informations à chercher du côté de nos acides nucléiques. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense que vous avez, pour ce soir, j'espère, appris pas mal de choses. Si vous avez des questions sur des bilans que vous voyez, vous ne comprenez pas, et si vos chefs ne peuvent pas répondre, vous n'avez pas sous la main, vous avez mes coordonnées, vous pouvez toujours m'écrire. D'accord? Je vais répondre à la question du chat. Vous êtes toujours là, le chat? Alors, je ne sais pas si... je ne sais pas si tu m'entends. Potentiellement plus. Je vais quand même répondre à ta question, si tu m'entends. Oui, je vous entends. Voilà. La différence entre pluripotence et multipotence, alors, ce n'est pas très important ce soir, mais que j'avais défini la totipotence. La totipotence, c'est encore autre chose. C'est vraiment la capacité qu'a une cellule à donner une cellule de peau, un neurone, une cellule hématopoïétique ou quoi. Ça, c'est vraiment des cellules très, 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 très immatures à l'échelle de l'embryon. La pluripotence et la multipotence, c'est quasiment la même chose à l'échelle de l'hématologie. On va considérer que la cellule hématopoïétique souche, elle est pluripotente ou multipotente, elle est capable d'avoir plusieurs potentialités, d'aller vers le lignage lymphoïde ou myéloïde. Donc, retiens qu'il y a la totipotence, toti qui veut dire tout, la cellule est capable de tout donner, donc c'est une cellule qu'on ne voit pas, nous, à notre échelle, et la cellule souche hémato, elle est dite soit pluri, soit multipotente, ça dépend, c'est des définitions à la marge, mais elle est capable de donner naissance à tout le lignage hématopoïétique, ce qui est déjà suffisant pour une cellule. Ça te va comme réponse? Oui, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Et une fois de plus, il y a mes coordonnées. Ça ne donne pas que ce soit pour des réponses ponctuelles. Voilà. Moi, je suis à Cochin, je peux vous aider en fonction de vos besoins. N'hésitez pas. Ça marche? Oui, ça marche. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Allez, on arrête le partage, on arrête l'enregistrement.